un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Bon, on se retrouve nouveau podcast. Merci les gars, merci d'être présents. Merci Nico, merci Paul-Henri. Paul-Henri, peut-être je vais te laisser te présenter un petit peu, vu que c'est la première fois que tu fais le podcast. Ouais, c'est la première fois. Du coup, Paul-Henri. Moi, c'est vrai que j'ai fait quelques études dans le sport. Donc, j'ai un DUG, une licence, un master. Voilà, donc j'ai toujours aimé ça. Je donne aussi des cours à la fac depuis, ça fait 5 ans à peu près, à l'université de Montpellier. Je donne aussi des cours un peu ailleurs, justement sur le culturisme, sur la biomécanique, sur la physiologie, sur un peu tout ce qui se rapproche de la musculation. Moi, je suis intervenant externe, quoi, disons. Hein. Je suis pas lié à la fac. Et après, je suis responsable d'une salle de sport, du coup, sur Albi. Avant, j'étais sur Montpellier et Nîmes. Et là, j'ai déménagé depuis peu. Et ensuite, ouais, effectivement, j'ai fait quelques compétitions. J'ai malheureusement pas le niveau pro à ce jour. Là, par exemple, en Irlande, j'ai fait second. Ouais. Pour moi, c'est un peu controversé. Je suis pas le seul à le penser, mais bon, c'est les juges qui décident, hein. Même si les juges, par écrit, m'ont dit, on sait pas qui t'a mis second, on comprend pas, pour nous, t'étais premier, mais le résultat est là. Et sinon, voilà, j'essaie de donner mon maximum tous les jours à la salle. Et il est vrai que je me renseigne énormément au niveau scientifique, en tout cas depuis la fac, donc ça fait quand même pas mal, ça doit faire 7-8 ans que j'ai quitté la fac, mais je lis énormément d'études scientifiques chaque semaine, à peu près 2 heures par jour quand j'ai normalement de moyenne générale. Ouais. Et c'est un peu mon passe-temps favori, quoi. Ça va être Voilà super intéressant parce que du coup, ça va me permettre de faire la transition. J'ai écouté le dernier podcast de Christian Thibaudeau. Je pense que tous les deux, vous voyez de qui je parle, du coup. Bien sûr. Et dans son dernier podcast, justement, il dit que, en gros, c'est très bien. On a de plus en plus de coachs qui sont très science-based. Le problème de ces coachs-là, c'est que quand ils n'ont pas fait de terrain aussi à côté, et bien en fait, ce qui se passe en salle, ils sont pas capables de le retranscrire. C'est-à-dire que ton élève, t'es en ligne, ton élève, il t'envoie des vidéos ou il t'envoie des problématiques qu'il rencontre à l'entraînement. Mais le fait que tu n'as quand même jamais été vraiment en salle à coacher en salle et que tu te reposes que sur la science, ça fait que, en fait, tu n'arrives pas à leur apporter de solutions, que tu n'arrives pas non plus à les faire progresser, en fait, de façon optimale. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis clairement d'accord avec lui. La science, c'est bien, mais elle se contredit souvent et surtout, c'est pas adaptable à tout le monde. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et surtout que sur la majorité des études scientifiques, ils prennent des débutants, ils prennent des petits échantillons. Il faut aussi regarder la qualité, l'indice H qu'on appelle en science, voir qui a rédigé, s'il y a des conflits d'intérêts, comment les mecs réalisent leurs analyses statistiques. Des fois, ils te racontent, et c'est incroyable. Donc, évidemment que le terrain, si toi-même, tu as été dans la merde et que tu as su d'adapter, toi, à tes propres entraînements, mais aussi, je sais pas, à des collègues ou à des coachings auparavant, tu sauras, évidemment, un meilleur coach pour lui, bien sûr, pour ton client. C'est sûr et certain, quoi. Ouais, moi, je rejoins l'idée. De toute façon, après, moi, j'ai toujours été quelqu'un de plus de terrain à la base que scientifique parce que moi, j'ai commencé le body, j'avais pas des connaissances. Moi, j'ai appris par le biais de Patrick quand il me préparait, donc c'est plus lui qui m'a un peu transmis certaines choses. Et si c'est seulement aujourd'hui, depuis 2-3 ans, où je commence à donner du sens à ce que je fais, ou des fois l'inverse, parce qu'après, des fois, je remets en question ce que j'ai peut-être pu faire. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas refait de la même manière parce qu'il y a des appuis justement des études qu'on peut avoir, etc. Mais dans l'idée, c'est sûr que l'un ne va pas avec l'autre. Moi, je prends souvent l'exemple du permis de conduire. Tu sais, quand tu apprends à conduire, tu passes d'abord ta théorie, puis quand t'as ta théorie, c'est bien, mais si tu te fous sur la route dans ta voiture, dans ton volant,
je pense qu'on a tous vécu ça. C'est pas tout à fait la même chanson, quoi. T'as beau connaître les panneaux, les indications, comment ça se passe, etc., la régulation, mais t'es obligé de mettre les deux mains sur le volant et puis d'avancer un peu dans le vide, quoi, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que ça fait. Donc, je pense que à un certain niveau, arriver à un certain niveau, je pense qu'il faut de la pratique. Après, la pratique, ça sous-entend pas forcément qu'il faut faire être Mister Olympia ou je ne sais quoi, mais il faut bien sûr qu'il y ait du terrain, quoi, parce que après c'est très compliqué de donner du sens aux études qu'on aura tendance à écouter. Et inversement, je pense qu'on a de la peine aussi à donner du sens aux études si on n'a pas de la pratique derrière. Ouais, puis enfin, une étude, ça peut être très bien, mais déjà quel type d'étude? Je veux dire, si tu reprends l'étude de, je sais pas, d'Arthur Jones sur Caseviator, en soi, c'est une étude, c'est sur le terrain, mais tu vois bien que c'est pas applicable à tout le monde. Et Non. inversement, comme tu disais, Paul-Henri, les études qui sont faites sur Monsieur et Madame tout le monde, qui font juste du leg extension et qui te disent, bah du coup, ça sert à rien de s'entraîner à l'échec. Ouais, mais bon, voilà, on parle de quoi? Je pense on se doit quand même d'aller du côté de la science. Je pense que c'est quand même une réalité. On est obligé Bah, c'est une d'utiliser base. ça, bien sûr. Maintenant, après, je pense que comme on l'a dit juste avant, il faut juste faire attention à l'interprétation de ces études, tout simplement. Je veux dire, il y a des études qu'il faudra prendre un peu plus avec des pincettes. Ouais. Et puis, je pense que dans le domaine dans lequel on est, donc quand on parle de contexte bodybuilding, faut être assez franc. On n'a pas d'études très franches sur des profils bodybuilder, etc. Donc c'est quand même des profils très particuliers. Donc on n'aura pas forcément aussi des études qui vont pouvoir être on va dire représentatives à 100% du contexte dans lequel on est. Donc voilà, c'est toujours une question d'interprétation, mais ça c'est comme tout. Il faut tu lis une étude, tu analyses, effectivement, tu regardes la provenance, tu regardes qui c'est qui a fait, combien de cas de personnes, etc., comment ça a été mis en place. Puis c'est seulement à partir de là que tu peux te faire une idée des choses. L'erreur, je pense, c'est de pas en lire du tout, ou bien de lire seulement une étude. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire de pas prendre en compte soit les avis qui peuvent être un petit peu divergents, parce que sinon tu peux pas faire une synthèse de ce que tu as, et du coup ton interprétation elle est un peu biaisée. Donc moi l'erreur c'est ça, je pense c'est soit de se dire de faire entre guillemets un peu de cherry picking en prenant que ce que tu as envie d'avoir, parce que ça c'est très très fréquent aussi. Puis je trouve que c'est un peu la mode aussi en ce moment, c'est qu'on a des gens qui vont prôner une thèse ou avoir un argument et puis ils vont prendre une seule étude pour pouvoir justifier. Bah, l'étude le prouve, mais après tu regardes d'autres études derrière et puis tu as des études qui sont contradictoires. Donc ça c'est une erreur. Donc non, c'est vraiment l'interprétation globale et générale, quoi. Ouais. Mais après moi d'expérience, je sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi ça m'est arrivé aussi, faut le dire que ma pratique n'allait pas du tout dans le sens de ce que j'ai pu lire. Et puis j'ai pas d'explication à donner, tu vois. Donc tu utilises quand même, voilà, c'est surtout en body. Je crois qu'en body, en termes d'approche, t'as pas de protocole qui te dit faut faire de cette manière-là, aller dans cette direction-là. Quand t'as un peak week, oui, t'as des recommandations, t'as quand même des choses à faire d'un point de vue logique, mais t'as jamais une vraie direction où on te dit c'est ça le protocole. C'est jamais le cas. C'est ça qui rend la discipline difficile, quoi. Ouais, tu travailles avec l'humain, donc de toute façon, de base. Oui. Bah, pour revenir sur cette notion d'échec, souvent dans les études, s'ils prennent des débutants, est-ce qu'ils ont vraiment déjà la notion d'échec? Non. Ça, c'est une vraie question. On est d'accord que le mec n'a jamais réalisé d'entraînement spécifique. Et il est prouvé, par contre, que ceux qui sont fortement entraînés, donc par exemple un mec comme Nicolas, qui a entraîné ses jambes comme personne, il aura une résistance à l'entraînement et se rapprocher de l'échec pour lui, ce sera bénéfique parce que il arrivera aussi à mieux récupérer que la majorité des gens. Donc, travailler à l'échec pour quelqu'un qui est en haut niveau, on s'est toujours rendu compte que ça marchait très bien et qu'il n'y avait pas de souci. Pour d'autres personnes, pour des intermédiaires ou pour des lambdas, effectivement, se rapprocher de l'échec à chaque fois qu'il y a une fatigue monumentale et non constructive. Ah, et puis on parle ensuite, quel échec du coup en fait avec eux. Ouais, parce que je pense que la mise en pratique de l'échec musculaire avec un débutant, c'est quasi, c'est pas très difficile à mettre en place. Donc il y a aussi cette réalité-là, quoi. Il va faire un coucher, ça va être comme ça tout le temps, parce qu'il a pas de propriété. Ça va être un échec postural, après un échec nerveux, après un échec mécanique, et puis en dernier l'échec musculaire. Donc, comme tu dis, même un intermédiaire, en vrai, en général, tu vois que rien que retravailler la posture te permet d'aller plus loin dans
dans l'échec, justement, si on veut dire qu'on se rapproche de l'échec. Ouais, il y a d'autres facteurs à travailler, en fait, quand t'es avec des débutants. Je veux dire, t'as un débutant qui vient, qui a tant d'expérience, tu vas pas t'amuser à mettre ce genre de système-là, même si, oui, dans la globalité, c'est ce qui semble être le plus juste aujourd'hui, on va dire, pour progresser de manière générale. Mais en termes de mise en application, c'est clair que c'est pas faisable. Sinon, on ferait ça à tout le monde et puis l'histoire, elle serait réglée, hein, donc. Ouais. Après, c'est peut-être le problème maintenant, c'est que du coup, cette notion, elle est quand même comprise par beaucoup de coachs aussi, qu'il faut pas forcément aller à l'échec avec tout le monde, en tout cas. Mais je trouve que la dérive qui en est faite, surtout, c'est le fait de leur dire, faut que tu sois RPE tant, RIR tant, tout ça. Et franchement, moi, je trouve personnellement que pour quelqu'un qui débute, voire même qui est intermédiaire, c'est lui embrouiller le cerveau pour rien, en fait. Tellement. Après, c'est un peu la mode de l'RPE, parce que à une époque, cette échelle-là, elle était déjà un peu connue par certains scientifiques. Ça a été vachement mis à la mode, parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est aussi le powerlifting. Hein. Ouais. C'est revenu. Ce sport-là, moi, quand j'en faisais, parce que ouais, c'est vrai que j'ai oublié d'en préciser, j'en faisais. On avait un club de haut niveau là à Montpellier où on avait vraiment que des sportifs de haut niveau dans la force athlétique. On s'en sortait vraiment bien. On parlait pas en RPE et surtout le niveau était moindre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment une mode. Le powerlifting ou même le power building, c'est revenu. Ouais. C'est fou. On va dans les salles. Moi, si je m'entraîne dans une salle où je vais pas habituellement, putain, je vois tout le monde qui se filme avec une barre à 60 kilos. Les mecs qui débutent, ils sont déjà powerlifters, quoi, tu vois. Et je sais que c'est déjà pour alimenter leur réseau ou compagnie. C'est fou, quoi. C'est fou. Ils brûlent les étapes. C'est dingue, quoi. Je sais pas. C'est pas d'où ça. Enfin, pourquoi c'est revenu comme ça, je sais pas. Mais je le vois tous les jours. En plus, nous on s'entraîne à Honner à Lyon. Salle commerciale, donc c'est ça, comme tu dis, en fait, mais ça me fait de la peine parce que limite, t'as des petites nanas qui arrivent, elles sont pas du tout formées et elles vont se mettre sur le bench avec une ceinture de force, avec les élastiques, avec les dragibus au sol parce qu'il faut prendre des dragibus pendant la séance. Et tu te dis, mais, enfin, revenons aux bases, tu vois, je sais pas pourquoi, en fait. C'est sûrement une mode, mais. Un peu comme le CrossFit à fond il y a quelques années, ça avait permis de mettre au jour l'haltéro, ce qui est pas trop mal, tu vois, c'est un sport noble. J'adore le powerlifting aussi, c'est un sport noble aussi. Mais il y a un fort attachement, c'est la mode là, actuellement. Le gym est à la mode là. Avant, t'étais un ringard quand tu faisais la muscu il y a quinzaine d'années ou même bien avant. Maintenant, c'est la mode et beaucoup font du powerlifting. Et écoute, si ça leur permet de progresser et d'être heureux, tant mieux. Hein. Vraiment, faut le voir positivement. Hein. Du coup, tiens, question, est-ce que tous les deux, à votre avis, de faire du power building, justement, ça permet d'être compétitif, ne serait-ce que dans un gros régional ou dans un pro qualifier en Europe? Non. De faire que ça, tu dis, hein. Pas faire que ça, mais en tout cas de baser son entraînement là-dessus. Mais encore une fois, je pense que ça va fonctionner pour certains profils, puis d'autres pas du tout. Ouais. C'est comme dans n'importe quelle mise en application de système d'entraînement ou je ne sais quoi. Donc, est-ce que c'est la meilleure des choses? Non. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui. C'est un peu ça la réponse. Donc, ouais, c'est ça. Tu peux tomber sur un mec qui a zéro défaut, enfin, en tout cas zéro point faible, et pour lui, concrètement, ça va marcher. Moi, j'ai toujours dit, je pense qu'il y a autant d'approches que d'individus, que ce soit en termes d'entraînement ou même de nutrition. Parce qu'on voit quand même beaucoup de choses très aléatoires suivant les gens. Donc, moi, ça me choque pas, en fait, de voir des trucs qui sont, au début, ça me choquait. Maintenant, moins, parce que moi, j'ai pris du recul avec ce que je faisais. Mais au début, j'étais très ancré dans ce que moi, j'ai pu faire dans mes années de body. Donc, dès que je voyais des choses qui sortaient beaucoup de ce que je faisais, j'avais un peu, pas la critique facile, mais tout de suite, je pointais du doigt, puis je remettais pas trop en question ce que moi je faisais. Et maintenant, j'ai changé un peu, j'essaie de voir les choses différemment, puis j'essaie de faire plutôt l'inverse, j'essaie plutôt de mettre en question ce que moi je fais et d'essayer de comprendre ce que l'autre il fait, et de me dire ah ok, et il le fait parce que ça lui amène ça, donc d'accord. Donc moi, c'est pour ça que je pense que même si des fois il y a des choses qui sont peut-être très différentes ou diamétralement opposées à ce qu'on fait, ça me choque pas à partir du moment où tu peux le justifier. Si tu peux l'argumenter et puis que tu peux effectivement l'expliquer que ça t'apporte telle chose, moi, il n'y a pas de problème, en fait. C'est surtout ça, quoi. Oui, après, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça aussi. C'est pour ça qu'ils le font. Oui, tout à fait. Moi, pour donner mon exemple, quand j'ai quitté le power pour aller en body,
effectivement, c'était dur de désancrer de ma tête que il fallait rester fort. Pour moi, c'était très important de continuer à soulever des grosses barres. Et encore, tu vois, sur ma dernière préparation, c'était important. Mais est-ce que c'était pas de l'ego ou j'en sais rien pour me rassurer de faire des barres à 300 ou tout ça, je sais pas. Mais tu peux incrémenter, donc du coup mettre en place de la force dans ta prépa de body, mais avec discernement, déjà loin de la compétition, et tu peux de temps en temps faire du sport, mais ne jamais tester tes maxi, et ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, si tu dois le faire le plus souvent possible, tu vas te niquer déjà tes performances, je pense, visuelles, hein, esthétiques, hein. Ça fait un risque de blessure qui est... Ouais. Et pas progresser en hypertrophie. Si tu fais de la force pure, si tu es à moins de 5 reps, moins de 3 reps, malheureusement, tu progresseras pas visuellement, hein. Ça, c'est plus que certain, quoi. Il y a mieux à faire. Mais tu peux le mettre en début de prépa ou dans certains trucs, un peu de force, quoi. Sur du 5 reps, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. En début de préparation, et encore, faut faire attention parce que si on prend de nouveau un contexte bodybuilding, d'athlètes qui vont prendre des produits, faire de la force max sur un début de préparation, Ouais. ça alors, de nouveau, voyez, quel est le niveau de la personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait faire des bonnes mises en place, qui sait s'échauffer, qui sait faire, là, qui a tous les paramètres nécessaires? Alors, pourquoi pas? Moi, c'est ce que je faisais à l'époque, c'est que très souvent, je commençais mes préparations avec des séances très courtes en volume, et ça rejoignait beaucoup plus un entraînement de powerlifter parce on essayait vraiment d'augmenter sa force en début de prépa. Puis après, gentiment, on switchait en termes de volume, c'est-à-dire qu'on trouvait des volumes un peu plus classiques avec un tout petit peu plus de temps sous tension, quand on trouvait quelque chose qui se rapprochait un peu plus d'un système un peu plus standard. Voilà, tu travaillais à 80% de ta RM, des choses comme ça. Puis après, après, je sais pas si toi, Alex, tu connais, mais on basculait. Moi, je basculais beaucoup avec Patrick dans les systèmes SST, ce genre de choses. Où là, du coup, on faisait tout l'inverse, c'est qu'on utilisait cette force qui était acquise au préalable, au début. Et puis, au lieu de s'amuser à toujours pousser encore plus lourd, non, on gardait ça. Et puis, on optimisait avec le temps sous tension. Donc, on allait ajouter des choses derrière pour pouvoir encore avoir une marge de progression derrière. Et moi, c'est ce qui m'a... Alors, je peux pas dire que je suis préservé à 100% aujourd'hui, hein, parce que j'ai quand même des douleurs articulaires, mais je pense que ça aurait pu être pire si je m'étais amusé à soulever constamment lourd, tout le temps à l'année. C'est que je pense que ça m'aurait détruit à long terme. Donc, c'est vrai qu'il y a ce problème de blessure, quoi. Potentiellement, ça peut être problématique. Donc, il faut savoir, je pense, cycler, et je pense que ça... Et oui, périodiser. Oui, exactement. Oui, mais ça, enfin, je pense que, enfin, concrètement, si on te l'apprend pas, ça, c'est quand même quelque chose que si toi-même tu vas pas te documenter là-dessus, tu sais pas le faire. Et je pense que ça peut être le problème, c'est-à-dire que tu arrives à la salle et tu te dis, je vais faire le programme de un tel ou peu importe. Et en fait, t'as pas compris que derrière, comme toi, souvent, on te demande, Nico, on te demande souvent, c'est quoi le SST parce que je veux faire du SST. Mais en fait, il y avait tout l'amont qu'ils ont oublié, tu vois. Ouais, en fait, il y a 10 ans d'amont, en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. Ouais. Donc, j'ai encore fait hier, j'avais fait des stories, là, des questions-réponses, et j'explique toujours, en fait, surtout dans le contexte dans lequel j'étais. Moi, j'étais professionnel, je faisais quasiment 115 kilos pour 1m65. Ça faisait 10 ans que je faisais ça. Ce que je faisais, c'était adaptable pour quasiment personne. Quasiment personne. C'est-à-dire que ce que je mettais en application, c'est des choses qui fonctionnaient pour moi. Et même en tant que professionnel, quand je regardais ce que certains professionnels faisaient, on faisait pas du tout la même chose. Ça fonctionnait bien, ce genre de truc. Puis c'est vrai qu'après, j'ai eu, on va dire, un peu de notoriété parce que ça a un peu buzzé, ce genre de système d'entraînement, etc. Mais ça fonctionnait bien chez moi. Je sais qu'il y a des professionnels qui s'entraînent pas du tout dans le même cas de figure, qui ont une approche radicalement différente, qui périodisent encore plus leur truc, d'autres moins. Enfin, donc, mais ce que je veux dire, c'est que surtout au niveau professionnel, c'est pas du tout des choses qui sont faites pour monsieur et madame tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en coaching justement pour le SST, mais en fait, le 99% des gens qui m'écrivent, je leur dis direct, je leur dis, mais c'est pas fait pour toi, en fait. Je peux comprendre que tu aies de la curiosité, que tu veux y essayer des choses. Je veux dire, voilà, tu vois ça sur Internet, ça donne envie, quoi. Et puis c'est, en fait, le problème d'Internet, c'est que ça te donne ce sentiment d'accessibilité, tu vois. Mais alors qu'en fait, c'est pas parce que tu le vois que tu peux le mettre en pratique, tu vois. C'est quand même deux choses bien différentes. Et c'est un peu le problème, c'est qu'après, t'expliques aux gens que, écoute, moi,
ouais, c'est un contexte particulier. Et puis, en fonction de ton contexte, tu dois avoir une approche, quoi. Donc ouais, c'est compliqué en coaching. Je pense que Alex, tu connais aussi un peu ça des fois. T'as des gens, tu retrouves des gens qui ont des systèmes d'entraînement où t'as 50 séries dégressives, ils ont 3000 trucs excentriques qui durent 20 secondes, et tu te dis mais attends, les gens ils ont pas de notion, tu sais, de volume, d'intensité, ils comprennent pas ça. Donc tu es obligé de faire des choses très classiques et puis pour certains c'est assez perturbant quand tu as justement eu l'habitude de partir directement sur des trucs comme ça parce que ça semble plus fun entre guillemets quoi. Ouais, c'est plus fun, mais c'est pas... Ils veulent du fun, je suis désolé. Et moi, j'ai coaché pas mal de personnes. Hein. Ça fait longtemps que je fais ça. Même, tu vois, à la fac, je coachais la majorité des gens de ma classe, tu vois, ou de la fac. J'ai coaché pendant une bonne dizaine d'années, quoi. Et je me rends compte que les gens, tu leur fais des programmes qui sont lambda, classiques, mais parce que le classique, bordel de merde, ça marche. Ben, c'est ça. Putain des filles. Et ils veulent, oui, mais j'ai vu sur Internet, il fait ça, il fait si tempo. Mais d'abord, on va faire ça. D'abord, on va mettre les bases. Et après, on mettra du un peu plus complexe, s'il y a besoin, déjà. Est-ce que là, je rejoins entièrement Nicolas pour un truc qui est plus qu'intelligent, tu vois, même au niveau professionnel, on pourrait croire que tout le monde fait pareil, mais bien sûr que non, c'est de l'individualisation, évidemment. On fait ce qui fonctionne sur en tout, et on s'en bat les couilles. C'est ça qui compte, tu vois. C'est si lui marche la force, un mec comme Coleman, est-ce qu'on peut critiquer? Alors certes, il s'en sort plutôt mal. Mais beaucoup n'y arrivaient pas, et puis beaucoup faisaient du plus léger. Ça marchait sur lui, c'est incritiquable. On peut pas dire le contraire sur ça, quoi. Et puis la force, je redis un peu ce qu'avait dit tout à l'heure Nicolas, et je suis encore une fois d'accord avec lui, c'est que la force, elle est corrélée avec l'hypertrophie sur une chose. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu prends, ils ont fait l'étude, hein, tu prends les meilleurs powerlifters du monde, c'est aussi chaque meilleur de chaque KT, c'est aussi le plus musclé de toute la KT. Visuellement, en termes de muscles, c'est lui qui sera le plus musclé. Ça a une corrélation. Si tu veux améliorer tes entraînements, oui, la force sera un facteur élémentaire puisque tu pourras mettre plus de charge, donc plus de tension mécanique, donc améliorer aussi physique. Tout est lié. Mais il faut pas aller toujours dans l'abus. Voilà. Pour un bodybuilder, en tout cas, moi je dis toujours ça dépend de ton objectif, mais pour un bodybuilder, si on revient à la question initiale qui était le power building, il faut faire attention à pas se mélanger les pinceaux. Et à chercher à attraper tous les lapins qui passent devant toi, quoi. C'est exactement ça. Il faut tenter de pas mettre les gens dans ce que tu fais, quoi. 100% d'accord. Et ouais, mais c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment tu fixes ton objectif. Et après, bah tu fais, il y a des choses des fois tu les fais, c'est peut-être pas forcément fun comme on disait. Mais si à la fin t'as des résultats, je pense que le fun, tu seras content de l'avoir via tes résultats, tu vois. Après voilà, je sais pas pourquoi le power building est revenu parce que enfin moi quand j'ai commencé, celui qui prônait ça c'était Mike Cohen. Ouais. Et là je sais pas qui c'est qui a relancé ça vraiment. Bon. Mais après c'est comme tu dis, c'est tellement logique, tu as ta tension mécanique. D'ailleurs, c'est hier j'ai lu je sais plus qui c'est qui disait ça. C'était peut-être Thibaudot ou quelqu'un d'autre. En gros, il expliquait, c'était en anglais, il expliquait tout simplement, comme tu disais, c'est quand même assez simple de comprendre que plus t'as de force, plus t'es capable d'augmenter ta tension mécanique, et plus ton temps sous tension sera, sera mis sous une condition de tension mécanique plus importante. Donc forcément, ton retour sur l'hypertrophie est beaucoup plus intéressant. Ah oui, c'est clair. Le renforcement, il y aura un renforcement musculaire, mais aussi tendineux, au-delà de 70% en tout cas. Mais, si tu fais trop de lourd, des fois aussi, ça pète, quoi. Tu vois, les muscles suivent, mais pas le reste. Ouais, puis ça, même alors, le nerveux. Ça, c'est lié surtout à ce problème-là que tu viens de dire, justement, c'est surtout en body. Quand les gens, justement, prennent des produits et qui ont tendance à avoir une augmentation de la force un peu plus rapide, il y a rien qui suit au niveau structurel. C'est-à-dire que les tendons, ça suit pas, ligaments, ça suit pas, et puis souvent, les gens, ils font quoi? Bah, ils traînent des blessures qui sont chroniques et à la fin. Et moi, je vois ça assez souvent, des fois, avec des gens que j'ai pu préparer aussi. Tu leur dis, écoute, je sais que tu as de la force, je sais que ça vient facilement, mais prends le temps. Va pas tout de suite sur la charge que tu es capable de pousser. Fais déjà un palier intermédiaire. Au fur et à mesure, tu montes progressivement. Mais c'est très difficile quand tu es dans le contexte. Moi, je l'ai vécu aussi. T'es sous-produit, tu sens que t'es fort. Hein, donc tu fais quoi? Bah tu pousses quoi. Et ça marche quand t'as 20-25 piges parce que
à 25 piges, tu te sens invincible et puis tu récupères de tout. Mais quand t'as passé le cap des 30 ans, en règle générale, t'as un petit retour de bâton après par rapport à ce genre de conneries et je le ressens notamment un peu aujourd'hui. Genre, je suis pas encore dans une chaise comme Coleman, heureusement, Ouais. mais mais j'ai pas mal de bobos. Hein. J'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de dos parce que ça c'est typiquement lié à la préparation, pas parce que je faisais mal les exercices ou quoi, mais c'est parce que bah tu mets de la charge, t'as de la force, tu t'écoutes pas, en tout cas tu laisses pas trop ta raison prendre le dessus, tu y vas plus par passion et puis voilà. Puis, du coup tu payes un tout petit peu après les frottements et les tensions sur le long terme, mais oui, juste pour dire qu'effectivement au niveau tendineux, c'est un peu le problème, c'est que très souvent ça suit pas non plus tout de suite la progression, donc faut faire attention d'avoir un équilibre avec ça, quoi. Mais c'est Ouais. aussi le choix des exos. En rajoutant ça, tu as des Mhm. exos pour qui sont in fine, pour moi, inutiles. Hein. Et pourtant, j'en ai fait des années, puisque j'étais issu de la force, et pour moi, tu m'enlevais le coucher et tu m'enlevais le soulevé de terre, ben c'était nul. Mm. Aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Ça fait des années que je n'ai plus fait parce que il y a un risque et un facteur de blessure vu mes longs segments et vu la technique que j'utilise parce que même, il faut une certaine tension mécanique, tu vois. Au soulevé de terre, c'est facile, tu vois. Mais il y a un risque de blessure énorme si je me rapproche des 300. Pareil, pour le coucher, à 200, je fais des séries longues, tu vois. Mais il y a un risque de blessure énorme, énorme. C'est Mais plus des exos. tu vois, c'est De marrant pouvoir, parce que en termes d'exo, développer couché à la barre, alors moi j'en ai fait, mais j'ai arrêté parce que je me suis blessé plusieurs fois au pec justement. Soulevé de terre, j'ai jamais fait parce que c'est un exercice où je me suis jamais senti à l'aise. C'est pas un truc qui me convenait. Squat, le pire. Je crois que j'en ai jamais fait de ma vie ah ouais. correctement et lourd. Moi, j'ai toujours tout travaillé en presse à cuisse. Et puis les cuisses, je pense que c'était pas du tout un point faible chez moi. Non. Mais je faisais des trucs super. C'était de la presse, quoi. Enfin, je me mettais sur une presse, je poussais, quoi. Après, bon, bah, ok, j'ai des bras de levier qui sont plus courts, etc. J'ai les fémurs courts, machin. Mais globalement, j'ai une structure pour faire des squats, si on analyse mon Ouais. corps. Mais j'étais pas du tout à l'aise là-dessus et j'étais même plutôt mauvais hein, quand je comparais mes charges. Donc, et c'est bien la preuve que t'es pas obligé de passer sur des choses comme ça. Surtout en hypertrophie, je pense, dans le cadre hypertrophie, ça revient un peu à cette question toujours de se dire est-ce que les squats c'est nécessaire ou est-ce qu'on devrait plus travailler sur machine ou pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a comme matériel, Ouais. franchement, on va dans certaines salles, on a, je sais pas combien de types de hack squats différents, des V squats, des power squats, des presses avec des angles à l'infini. Je pense qu'aujourd'hui, pour performer, on a quand même plus vraiment l'obligation de passer par des squats. Je pense qu'en termes d'apprentissage, oui, c'est important de savoir en faire, mais après de chercher à performer là-dessus, à moins que tu sois dans une condition particulière, bah, type powerlifting, où tu dois faire une perf sur cet exercice-là, je suis pas convaincu qu'en hypertrophie, ce soit une nécessité absolue. Après, si tu as zéro matériel dans ta salle, bon, bah, malheureusement pour toi, tu n'auras peut-être pas 12 000 possibilités, donc il faudra trouver quelque chose qui te permet de travailler tes Mm. cuisses, à moins que tu veuilles faire 15 séries sur une presse à cuisse, tu vois. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui et beaucoup de variables qui permettent de progresser avec plus de confort, moins de risques de blessures et ainsi de suite, C'est quoi. ça. Mm. Je suis un peu d'accord et un peu pas d'accord parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que les machines sont magnifiques, c'est-à-dire qu'il y a un choix délirant. Cependant, moi, dans quelques salles, là où j'habite en tout cas, il n'y a pas le choix. Donc, je Oui, suis obligé de m'adapter. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que putain, un squat, c'est élémentaire et beaucoup de salles en France, les plus commerciales que vous connaissez, elles rachètent tous le même matos. Il y a ah deux oui, marques qui ont qui ont l'hégémonie de tout ça, c'est Technogym et Matrix. Et les mecs, ils connaissent pas une pimpe en musculation. Ils vont prendre les mêmes machines à chaque fois, pas forcément les meilleures. Ouais. Et sur dans des salles plus qualitatives dont vous avez accès, parce que vous êtes quand même sur deux meilleures localisations que moi, ben là, c'est magnifique pour s'entraîner. Moi, j'en rêve. Hein. J'en rêve d'avoir des salles comme ça. Quoi. Mais non, mais si vous avez accès moi, je te rejoins, à hein, des... attention, hein, c'est dans l'idéal quand tu as une salle où tu as du matos, Ouais, bah, la c'est ça. question ne se pose pas, hein, tu vas pouvoir avoir la sélection que tu veux et optimiser le plus possible, quoi. Mais après, à partir du moment où moi, je pense que là aussi, vous avez aussi peut-être des gens qui viennent vers vous et qui vous disent, moi, dans ma salle, j'ai une presse à cuisse horizontale, puis en règle générale, c'est pas vraiment les meilleurs hein, qu'on puisse trouver. T'as un leg extension, t'as tout juste un leg curl, parce que des fois, ils en ont même pas dans les salles. Bah, quand t'as trois trucs comme ça,
c'est sûr que tu vas devoir, C'est- il y a des squats, des fentes, il va falloir trouver quelque chose pour pouvoir, Ouais. voilà, c'est pas Oui. le plus optimal, mais quand t'as rien d'autre, tu es obligé de trouver des solutions. Après, faut aussi considérer que en tant que nous bodybuilders, on n'est pas les clients principaux que les gens préfèrent avoir. Bien Préfèrent sûr. avoir Non. lambda. Il faut aussi, c'est du commerce, hein, c'est un business. Donc les mecs, ils vont faire pour Monsieur Tout le Monde. Hein. C'est clair. Être bodybuilder dans ta salle, le pourcentage, il est pas ouf. Hein. Non, non. Non, non, Puis ils en veulent pas, de c'est toute sûr. façon, on casse les machines. Tu vois, à Honor, typiquement, ils demandent de pas mettre de gym pin sur les machines, ça les fait chier. Alors que problème en vrai. Alors enfin, je veux dire, t'as aucun risque sur ta machine, t'as rien. Mais c'est juste que quelqu'un qui pousse trop lourd, en fait, ça les dérange. Et tu sais que, franchement, en termes d'expérience, moi, je le vois dans la salle où je suis, les athlètes, c'est pas les pires, hein, vraiment. Moi, j'ai même plutôt l'impression que, parce que tu sais, moi, quand je m'entraînais, au contraire, moi, j'avais une vision où je me disais, écoute, t'es professionnel, c'est-à-dire quelque part, les gens qui te regardent, ils sont censés un peu te prendre comme exemple. Donc, c'est à toi de ranger tes poids, c'est à toi de nettoyer la machine, même si je veux pas mentir que je trouve que c'est un peu inutile parce qu'avec un torchon et un spray, tu vas pas nettoyer grand-chose, mais c'est une question de règles, tu vois. T'es membre, tu payes un abonnement, t'es à la même enseigne que tout le monde, t'es pas au-dessus des gens. Et je pense que c'est à nous de montrer l'exemple. Et moi, je trouve franchement que dans la salle où je suis, les pires, c'est pas du tout les gens qui sont entre guillemets Non, athlètes ou qui sont dans la compétition. C'est souvent des gens lambda qui en ont rien à foutre, qui rangent rien, et puis ils qui rangent se pas les tirent. poids, Ouais, ouais. et puis après ça te retombe un peu dessus comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, moi, je connais plein de gens qui font de la compète, ils sont carrés, ils respectent le matériel et les règles dans la salle, tu vois. Bah, surtout qu'en plus, en général, vu qu'on aime s'entraîner aussi, Ouais, justement, on a envie d'arriver sur une machine où on n'a pas besoin de décharger. c'est ça. On a envie, enfin, tu vois, d'être dans un endroit propre où on se sent bien aussi, tu vois. Et comme tu Mhm. dis, moi, je le vois à Lyon, c'est horrible. Tu vois, hier, je faisais les cuisses pour trouver des poids, mais c'était juste horrible, en fait. Et j'ai dû faire toute la salle pour trouver des poids. Tu sais, à la fin, t'as même plus envie de faire la presse. Tu te dis, parce qu'en fait, ça va me faire chier parce qu'il faut que je cours partout pour prendre les poids. Les mecs, ils les laissent sur les machines, ils s'en vont. Tu sais, tu te dis, tu sais, je prends les poids, je prends pas les poids. Et pareil, bon, ceux qui font du power, comme tu disais tout à l'heure, qui mettent 60 kilos, ils ont mis de la magnésie sur tout le mur, sur tout le sol. Tu te dis, tu sais, enfin, respecter un minimum. Tu vois, la preuve, hein, tu vas dans une salle d'haltéro ou de power, c'est dans des petits bols, la magnésie, et puis ça reste là, tu vois, ils en mettent pas partout. Mais après, Mais bon, c'est une question d'éducation, excuse-moi, mais moi, si je vais dans une salle, d'accord, que je prends de la magnésie, j'en fous partout, bah, je vais nettoyer, en fait. Je sais pas, moi, je me barre pas d'un endroit où j'ai laissé de merde ou même si tout d'un coup, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de péter une machine. Ça m'est déjà arrivé de casser, une courroie ou un truc. Bah, à aucun moment, je vais prendre mes affaires et me casser dans la salle. Je vais aller en réception, je vais dire, excuse-moi, je suis désolé, j'ai cassé la machine, je voulais t'avertir, etc., tu vois. bah Mais ouais. je pense que ça passe par là, quoi. Et je pense que si tout le monde faisait ça, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes en termes de respect. Et puis, tu aurais justement pas ce genre de problème, toi aussi, dans la salle, à devoir aller courir, trouver des poids et puis devoir perdre de l'énergie à décharger les autres machines que les gens ont utilisées, quoi. Moi, j'ai toujours remarqué que les plus confirmés dans le sport étaient souvent les plus humbles en général et ceux qui respectaient le plus. Hein. Tu regardes en boxe, c'est pareil, c'est les mecs ils font la merde, Ouais, t'as plein de trucs comme ça. ouais. Et pour cette question d'éducation, il est vrai que si tu regardes toi dans la salle, un mec comme Nicolas, c'est sûr que à l'époque, en tout cas, quand il était à son prime, hein, même maintenant, parce que t'es énorme, tu Oh, vois, oh. tu devais choquer énormément. Et ce qu'il y a, c'est que les gens n'ont pas de respect. Tu vois, ils te regardent comme un phénomène de foire. Moi, je vois j'ai travaillé pendant longtemps en tant que leader. Des fois, il y avait des filles qui me voyaient, c'est dégueulasse, c'est comme ça. Les gens n'ont pas de respect, alors que nous, on a un respect énorme envers eux, où on va pas les critiquer puisqu'ils mangent mal, on va pas les critiquer puisqu'ils fument ou qu'ils boivent. En fait, nous, on considère un truc, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et je trouve que les gens n'ont aucun respect de rien. Ils rangent pas, ils parlent mal sur toi, ils vont te critiquer, être tout le temps dans le négatif de tout. Et je trouve que c'est représentatif de la société à fond, quoi. C'est ces mecs-là en salle, là, Ouais. les plus ils ont aucun respect de rien, quoi. Après, bon, tu sais, ces gens-là, souvent, tu l'as remarqué aussi, je pense, c'est que, donc, ils te critiquent justement en te voyant t'entraîner, en te voyant faire des choses, machin, en te mettant, tu mets lourd, peu importe ce que tu fais. Puis au final, tu te rends compte, si tu observes un petit peu, que tu fais un exo, et puis juste derrière, ils vont faire le même exo, tu vois.
Mal, ils vont faire très mal par contre, mais ils vont, tu vois, toujours essayer de reproduire quand même, quoi. Avec la même charge. Ah oui. En se faisant bien mal. Ouais. Ouais. C'est ça le truc. Et avec un ego démesuré, bien sûr. Mais... Écoute. Ouais, tu vois. On en voit hein, des gens au V-squat ou au hack squat qui font des descentes à 90 degrés maximum et puis qui te mettent 4 plaques de chaque côté, qui vous font une story Instagram ou je ne sais quoi. On les voit, Ouais. ces gens, on les voit. Ouais, c'est... Après, enfin, d'ailleurs, ça, je me base souvent avec ça, surtout quand je commence avec certains clients, et notamment les filles, hein, pas mal les filles d'ailleurs, où justement, en fait, sur le hip thrust, par exemple, il faut absolument qu'elles chargent. Et puis, en fait, elles se rendent compte qu'elles font ça d'amplitude. Et ça, c'est vraiment un côté... Enfin, je pense que je l'avais aussi quand j'ai commencé, en vrai, je voulais absolument pousser le plus lourd possible, mais ce côté-là, vraiment, c'est un problème, ouais, de vouloir pousser vraiment au détriment de la forme, tu vois. Parce qu'aussi, en vrai, en salle, t'as plus personne qui dit que tu fais ton mouvement dégueulasse, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, je peux comprendre parce que, enfin, c'est triste, mais en fait, t'as plus personne qui fait le job que à l'époque il y avait il y a 10 ans. Moi, c'était mon job quand j'ai commencé à bosser dans le fitness, c'était mon vrai job. C'est-à-dire que t'étais dans la salle, t'accueillais les clients, tu leur disais bonjour, ça va, etc. Tu t'assurais la Pareil, hein. personne, tu lui expliquais un truc, machin. Il y avait une espèce ouais, il y avait un truc convivial. Ça existe plus parce que déjà maintenant les gens te prennent plus au sérieux. Tu vois, pour les quelques personnes dans la salle qui vont faire l'effort d'aller corriger ou de dire quelque chose de constructif, ben maintenant on a plein de gens qui se vexent et qui écoutent pas parce que sur Internet ils s'imaginent qu'ils savent mieux en allant sur Internet. Après bon, il y a des coachs incompétents, c'est une chose, mais moi j'ai vécu la chose aussi personnellement en travaillant dans la salle. Quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, tu vois, j'étais tout jeune. Bah, je me suis fait remballer par des mecs qui avaient peut-être 10-15 ans d'expérience, mais qui se disaient genre c'est qui ce gogol de 18 ans qui vient me dire ce que je dois faire, tu vois. Donc quelque part, je comprends aujourd'hui qu'on ait des systèmes où maintenant, bah en fait, il y a une indépendance totale dans la salle et puis les gens se démerdent quelque part parce que ça fonctionne plus en fait ce système maintenant, malheureusement. Et c'est les chaînes qui veulent ça. On a aussi des chaînes de fitness. On n'est plus du tout dans le service client. On est dans le service de masse où on cherche à avoir exactement plein de clients, faire de l'argent rapidement. Et puis après, si les gens renouvellent leur abonnement, en tout cas, s'ils viennent 10 fois ou une fois, ils s'en battent un peu les ouais, mais au contraire, il faut qu'ils viennent qu'une fois, le gars. Ouais, c'est ça. Mais à 18 ans, ça m'avait fait pareil, moi. Enfin, j'ai attaqué de commencer à 17 ans en salle. Et en fait, j'ai eu le même problème. Mais c'était, entre guillemets, c'était bienveillant parce que, comme tu dis, c'était une ambiance quand même familiale. Et ce qu'ils attendaient juste, c'était que je prouve, entre guillemets, que oui, ce que je disais, c'était pas nul parce que j'étais capable quand même de m'entraîner, on va dire, bien et de façon correcte aussi en termes de charge. Et après, ça, c'était venu tout seul, après. Ouais, bon, après, tu prends tes marques, entre guillemets, aussi, quand t'es dans une salle et il y a un côté familial. Après, tu te fais ta place avec la clientèle. Mais c'était pas une chaîne aussi. Ouais, voilà. Moi, j'ai déjà travaillé sur Genève, par exemple. Genève, ça circule pas mal. Ah, et franchement, si t'as pas un physique, moi, à l'époque, ils m'avaient mis dans une salle spécifiquement à cause de mon physique, parce qu'ils voulaient avoir quelqu'un qui tenait les mecs à la salle. Parce que ils pouvaient pas mettre une femme parce que, alors qu'une femme, tu peux avoir les mêmes compétences qu'un homme, hein, il y a aucune différence. Mais ça passait pas parce que une fille qui allait dire quelque chose, tout de suite, ça allait être très mal perçu, très mal pris. Donc c'est pour ça que ouais, maintenant on a plus ça en fait, on a plus ce rapport avec le coach, ce côté un peu familial où je trouvais moi à l'époque super sympa parce que ça amenait un petit truc en plus quoi à la séance quoi. Moi j'allais à la salle, j'allais m'entraîner, mais d'un autre côté je me disais je suis content, je vais aller voir le coach, il va me montrer un ou deux trucs, tu vois, je connais pas, ça va être sympa et tout. Mais aujourd'hui ça c'est un peu disparu quoi. C'est des métiers qui ont disparu aussi quoi. C'est gardé en tout cas dans les petites salles ou les salles familiales. Moi en ce moment je suis plus dans une salle tu vois locale où en fait il y a plusieurs salles dans la région et les clients sont à la recherche de ça, de ce conseil permanent. Et moi je trouve ça très bien, vraiment très bien. Même si la majorité des jeunes ne veulent pas avoir de conseils parce qu'ils savent tout grâce à Internet. Moi on m'a déjà dit écoute franchement tes conseils tu peux te les garder. J'ai déjà vu une vidéo sur Thibaut InShape qui disait ça, c'est bon quoi, tu peux dégage quoi. Moi, le mec, il veut pas de conseils, il fait de la merde, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est un problème, il veut pas de conseils, tu vois. Ou alors les gens, ils veulent pas, ils sont persuadés, tu sais, ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger en sociologie, c'est-à-dire, moins si c'est quelque chose, plus ils croient savoir, tu vois.
regardes un match de foot de l'équipe de France, et putain, Deschamps, il fait n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'ultra crévidarianisme que c'est les mecs qui racontent pensant tout connaître. Et alors, par contre, là où je rejoins en fond ce que tu dis, c'est que la majorité des salles aujourd'hui, qui c'est, qu'est-ce que c'est les grands groupes, hein, Basic Fit, Fitness Park, Honor, tout ça. Ouais. Et vraiment, on devient là totalement dans une salle où il y a zéro conseil et chacun fait ce qu'il veut dans son coin, quoi. Il y a pas tout ça, hein. Tout le monde est avec son casque, bon, c'est bien aussi, mais tout le monde est dans son monde, quoi. Ouais, puis l'autre problème, c'est que dans les peu de salles où il y avait encore des instructeurs disponibles, entre guillemets, pour la clientèle, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, on t'impose beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va te dire, la chaîne, en tout cas la politique de la chaîne va te dire, c'est 20 minutes par client quand tu fais un rendez-vous pour un programme. Alors déjà, moi, ça me paraît assez surréaliste comme concept, tu vois. Toi, tu vas prendre 2 heures de 2 à 3 heures chez toi pour faire un suivi d'une personne et on te dit qu'il faut faire 20 minutes avec le client en salle. Donc déjà, ça, tu vois, ça pose un problème. Mais moi, c'est ça qui a fait qu'à la fin aussi, je me suis cassé, quoi. Je suis resté indépendant et j'ai fait que du personal training seul parce que en fait, toi, on t'apprend des choses, tu vois. T'as envie d'être professionnel, t'as envie de donner un service de qualité. Puis après, on t'oblige, on te dit genre, non, en fait, faut faire 20 minutes avec le client, tu te démerdes en gros, t'as tel exercice à donner. Moi, j'ai l'impression d'être un imposteur, tu vois. Quand je faisais ça vraiment, j'avais l'impression de voler le client. Et moi, c'était souvent, je faisais des fois des trucs en douce, et puis je faisais 2-3 rendez-vous avec la personne parce que je voulais pas que la personne se casse avec un truc qui était approximatif, tu vois. Puis après, au final, moi, je me suis totalement barré parce que ça me convenait pas comme système. Puis voilà, mais il y a aussi cette réalité-là, quoi. C'est que non seulement on n'a plus trop ce métier-là, mais les seuls endroits où tu as ce métier-là encore, c'est qu'on t'impose énormément, on te standardise beaucoup ton travail et on te donne pas beaucoup de liberté, quoi. Ça donne pas envie, en fait. Franchement, ça donne pas envie parce que ce métier-là de coach, je pense que c'est pas ça, tu vois. C'est beaucoup plus que ça. Mais tu vas me corriger si je me trompe, hein, Nicolas. Toi qui as vécu en Suisse, ce côté personal training est quand même mieux vu. En tout cas, il y a plus de demandes que je trouve en France, tu vois. Par exemple, moi, j'ai des copains, là. J'ai un copain qui est parti vivre à Dubaï. Il a pas le physique de l'espace, il est loin d'un sportif de haut niveau. Il a pas des connaissances de l'espace non plus, mais il me dit financièrement, il s'en sort, mais c'est magnifique. J'ai d'autres potes qui sont aux États-Unis, ils s'en sortent super bien, pareil, parce que tout le monde demande des coachs. En fait, ils me disent, tout le monde a un coach. Tu vas à Dubaï, tu vas dans une salle lambda, tu vois, tu vas prendre, je sais pas, au Binous, ce que tu veux. Tout le monde prend un coach. Tout le monde. Même les coachs, ils prennent des coachs. Et je crois qu'en Suisse, c'est un peu le même principe. Tu me dis si je raconte des conneries, hein. Mais en France, c'est pas du tout le cas. Genre, les coachs en France, c'est un imposteur, c'est pourquoi tu ne le fais pas gratos, c'est oui, d'accord, mais d'abord je veux faire un essai gratuit, ou alors oui, mais j'ai vu que sur Internet, il y avait ce programme et j'ai pas besoin de toi. Alors, en fait, malheureusement, la Suisse, on est très proche de la France à ce niveau-là parce qu'on se rapproche de plus en plus de cette mentalité. Je pense que le problème, c'est que ça a énormément fleuri parce que c'est quand même un métier qui a beaucoup explosé les dernières années. Ouais. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, en termes de législation, il y a très peu de règles qui sont aussi mises en place par que ce soit en Suisse ou dans les autres pays au niveau au niveau législatif, en termes de règles, de diplômes, etc., d'appellation. C'est très ouvert. Donc, en fait, les gens peuvent s'appeler coach en ligne sur Internet, n'importe où, c'est devenu assez facilement accessible sans pour autant avoir des diplômes. C'est un peu le problème parce que c'est pas régulé. Et puis en Suisse, alors le seul avantage qu'on a en Suisse peut-être par rapport à la France, c'est que suivant les régions, moi je suis dans la région qui coûte très cher en Suisse, c'est proche de Genève. Tu vas pouvoir te permettre de demander des tarifs qui sont un peu plus élevés parce que c'est une population, c'est des gens qui travaillent dans des banques, l'horlogerie, des gens qui ont des entreprises et qui font beaucoup de business, donc tu peux facilement avoir du 100 à 150 francs de l'heure, tu vois. Ou Zurich, par exemple, moi j'ai déjà été à Zurich plusieurs fois. À Zurich, tu peux aller jusqu'à 200 francs de l'heure, tu vois, sur le coaching. Mais après, il y a aussi une réalité, c'est que tu vas aller à Zurich, le prix des loyers, ça va te refroidir un petit peu, quoi, parce que c'est ça aussi, c'est que globalement, on a un coût de la vie qui est extrêmement élevé en Suisse, qui est de plus en plus, c'est de pire en pire d'ailleurs. Mais voilà. Mais malheureusement, on est très proche de la France avec ce côté-là, c'est que t'as des gens, des fois, ils vont t'écrire puis ils vont te dire, t'as pas juste 30. Moi, j'ai eu le cas avec une cliente il y a pas longtemps. Je vais pas dire le nom, évidemment, mais c'est juste pour donner des exemples qui m'agacent un peu, c'est que
la personne, elle t'écrit la veille déjà, tu sais, elle t'écrit la veille pour le lendemain déjà, donc ça m'agace parce que en fait, c'est un peu comme si tu t'écris à ton médecin hier puis tu lui dis ah bah pour demain je me prends rendez-vous, ça fonctionne pas comme ça, t'as un planning, t'as des gens qui ont pris rendez-vous, donc tu peux pas non plus tout lâcher. Et puis c'est un peu des trucs du style on peut faire juste 30 minutes pour voir un petit truc. La formulation, c'est un peu du style genre est-ce que tu as 30 minutes à m'accorder gratuitement pour voir un truc, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'agace, c'est qu'en fait, c'est devenu le métier justement un peu c'est un petit truc vite fait, tu vois, à gratter, tu vois. Et puis c'est ça le problème qu'on a, je trouve, ici en Suisse et en France aussi, Ouais. c'est que c'est pas pris au sérieux, tu vois. On ne valorise pas en fait ton temps de travail, tu vois. Mais en fait, enfin, c'est pareil en France parce que moi, tu vois, j'avais testé l'expérience entre guillemets d'avoir une place pour coacher donc dans un Basic Fit. Ouais. Mais le problème, c'est que quand je suis arrivé, je pense que j'ai un minimum de compétences et puis un minimum de passé en salle et puis même online qui fait que mon tarif, je peux pas demander non plus 3 francs 6 sous, tu vois, pour l'heure. C'est ce qui est normal. Donc déjà, les gens, c'est Basic Fit, donc ils s'attendaient à ce que ce soit gratuit. Et puis à côté, j'avais des personal trainers qui étaient à côté de moi qui faisaient 25 euros de l'heure. Oh, putain. Qu'est-ce que je fasse moi à côté? Ouais, non, c'est la misère. Tu vois? Alors je comprends parce que bah c'était des petits jeunes en général qui sortaient d'un BPGEPS ou même d'ailleurs c'était ce qui était désolant, c'est que certains avaient un master en je sais plus quoi dans le sport et tu te dis bon t'as fait 5 ans d'études pour travailler à 25 euros de l'heure. Bah même pas parce que si tu enlèves ton URSSAF et tes impôts et ton loyer de Basic Fit qui est quand même très cher, je pense que Ouais. c'est dommage parce que toi-même tu crédibilises pas ton expérience, même si elle est que théorique pour l'instant, Mhm. et ni ce que tu fais, parce que ça veut dire que ton travail, tu le considères quand même pas, je trouve, tu vois. Ouais. Ah ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et derrière, tu peux pas, enfin, ouais, moi derrière qui était normaux, hein, j'étais pas non plus dans l'excès. Forcément, les gens ils voyaient ça, ils se disaient, ben, surtout dans un basic fit où c'est pas non plus, comme tu disais, Paul-Henri, c'est pas comment dire, de base, les gens ils vont pas se dire, j'ai besoin d'un entraîneur pour faire une séance, tu vois. En plus, tu leur proposes ça à côté, 25 euros de l'heure, ils se disent, bah ouais, je vais faire une séance avec lui, 25 euros, ça va rien me coûter. Et en plus, bah, du coup, ça me permet d'avoir un plan, entre guillemets, et puis c'est parti, quoi. Ils se disent ça, mais en vrai, ils ont énormément besoin de toi. Hein. Si tout le monde prenait un coach dès le début, putain, Oui, mais premier, bon, après, on était aussi dans, moi, j'ai la salle, c'était mon frère et son meilleur pote, tu vois, qui m'ont initié à ça. Donc, j'ai écouté dès le départ, mais j'ai jamais vu de coach. On y allait hors horaire majoritairement. Mais putain, mais j'aurais économisé des années de conneries. Parce qu'après, je non. m'entraînais seul. C'est sûr que c'est évident qu'il faut que tu prennes un coach dès le départ et même quand tu es confirmé. Un mec qui fait Olympia, tu te dis, bah, écoute, pourquoi il a un coach? Il sait déjà s'entraîner. C'est parce que justement, il a besoin de quelque chose d'objectif et de continuer à progresser. Si les meilleurs veulent rester les meilleurs, c'est parce il faut un avis extérieur. Bien sûr, c'est hyper important. La preuve, après, il y en a, ils vont te répondre que, ils prennent un coach pour avoir surtout un préparateur en termes de système hormonal, on va dire, mais je trouve que c'est bien le fait qu'il y ait Psycho Fitness qui revienne au goût du jour. Toi aussi, Nico, ce que tu fais avec Fabienne et avec Théo notamment, ce genre ou même ou Joe Bennett, le plus connu, un hypertrophy coach, ça montre que non, effectivement, comme tu dis, Paul-Henri, tu t'as beau avoir le niveau Olympia et être doué vraiment génétiquement, t'as besoin de quelqu'un pour t'entraîner, quoi. Et moi, je vais te donner un exemple, parce que je peux parler de Fabienne, parce que je le connais maintenant assez bien. Ouais. Fabienne, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que en termes de potentiel en classique, ça se discute pas trop. Hein. Je veux dire, des physiques comme les siens, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Mais moi, j'ai eu le temps de le connaître, parce qu'on s'est vu au Mexique quand j'étais là-bas. Et même lui, en fait, il m'a expliqué, il m'a dit, en fait, j'ai trouvé ça hyper humble de sa part, parce qu'en fait, il m'a dit, écoute, moi, franchement, j'ai pas tes connaissances. Euh, Moi, je sais qu'en gros, c'est mon talent qui m'a amené là, parce que en termes de structure, il avait aucune structure. C'est-à-dire que lui, il a fait Olympia, il s'est classé 7e. Il avait mais zéro structure d'entraînement. Mais en fait, il a un split. On lui dit tu fais ça tel jour et ça s'arrête là. Ça, c'est son plan d'entraînement. Il y a aucune indication d'intensité tu vois, je veux dire, on est quand même dans un niveau professionnel, donc il faut Ouais. quand même une certaine, voilà, il faut quand même quelque chose de cadré.
Même la nourriture, c'était du style, en fait, il lui filait les macros, tu vois, et puis il se démerdait un peu avec les macros, tu vois. De temps en temps, il allait se bouffer des sushis en prépa. Enfin, vraiment, il me parlait ça comme ça. Et quand il a commencé à bosser avec Patrick, puis que moi j'ai fait les entraînements, il m'a dit c'est la première fois de ma vie entière que j'ai eu un truc précis où on me disait que à 10h15 je devais faire ça, et à 10h30 je devais faire ça, etc. Et même lui, il m'a dit en fait ça fait du bien en tant que sportif d'avoir justement un cadre parce que c'est nécessaire en fait, tu vois. Même à son niveau-là, il me disait moi je suis incapable de entre guillemets faire les choses tout seul, ou en tout cas de les faire bien tout seul, tu Ouais. vois. Et moi j'ai trouvé ça hyper cool d'avoir cet échange avec lui parce que ça, justement, comme tu disais Alex, ça prouve que peu importe le niveau où tu es, je pense que tu as besoin toujours d'avoir un Mm. œil extérieur, quelqu'un qui aura peut-être une vision un tout petit peu plus objective de ce que tu fais. Je pense que toi, en tant qu'athlète, on a tous fait, voilà, on s'est tous vu une fois dans le miroir en essayant de progresser, etc. On n'est jamais objectif avec soi-même. On se Non. voit toujours trop gros, trop maigre, trop machin, etc. Et c'est là que c'est important justement d'avoir un cadre et un entourage qui te permettent de mettre les choses à leur place, quoi. Mais ouais, c'était une petite parenthèse, mais Non, mais c'est bien de parler du concret parce que des fois, si on peut se dire, ouais, mais justement, vous êtes trop dans la théorie, c'est pas ce qui se passe en vrai, mais la preuve que si. ouais, ouais, totalement. Et puis on a vu, franchement, en termes de progression, en 2 semaines, quand il était là-bas, il a pris presque 10-15 kilos. On a dû même, enfin, je sais que Patrick, il avait même dû changer le régime parce que on pouvait pas Ouais, trop manger vite. indéfiniment parce que sinon il devenait trop lourd pour la division. Donc Et on ouais, a dû, on a dû changer même les entraînements. J'ai dû réduire l'intensité qu'on avait mis parce qu'il répondait trop bien entre guillemets à ce qu'il faisait. Donc il fallait qu'on et ouais. ajuste des choses. Mais ouais, c'est là que tu vois que quand tu as une génétique qui est exceptionnelle et J'allais te dire ça. que tu mets des choses en place, tu vois, que tu mets vraiment que tu bosses quoi, tu vois, que vraiment que tu mets des trucs en place. Mais franchement, c'est nos limites quoi. Enfin, ton potentiel, il est sans limite. Moi, c'est ce que je disais à Fabienne plusieurs fois. J'ai dit, mais tu te rends pas compte à quel point si tu travailles dur comme ça, mais à l'année, mais c'est un top 3 Olympia potentiellement. Tu peux aller à un top 3 Olympia, mais sûr et certain, tu vois. Mm. Mais il faut bosser. Enfin, tu peux pas avoir une vie Ouais. Faut te donner de les, personne normale. C'est pas possible. Je veux dire, tu mm. dois penser comme un athlète de haut niveau qui veut être dans le top 3. Sinon, ça marchera jamais, tu vois. Bien Et, sûr. voilà, mais Mais ouais. le bon exemple, on en avait parlé aussi tous les deux, Nico, et Stan le dit lui-même, c'est Stan, quoi. C'est Mhm. Ouais. le facteur Patrick Tuor qui lui a permis de cadrer beaucoup plus de choses. Bah, ça a été un game changer sur sa carrière. Enfin, Bon, moi, mais je trouve. moi, j'ai travaillé avec Patrick pendant pratiquement 10 ans, donc je sais ce que c'est. En fait, il n'y a pas de off dans le sens où il n'y a pas de relâchement. Ouais. Tu vas faire une compétition, il n'y a pas de relâchement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une période où tu fais une prise de masse, mais une prise de masse, ça se sous-entend pas que tu as un cheat meal le week-end. Il y a pas de cheat meal avec Patrick, ça n'existe pas, hein. Même en hors saison, non, t'as un plan. T'as un plan alimentaire en hors saison, t'as un plan alimentaire quand tu commences à faire ton déficit. Tu as un plan d'entraînement après quand tu as terminé ta compétition. Alors moi, j'étais un peu plus autonome pour 2-3 trucs, mais il savait que je mettais moi-même en place des choses, tu vois, et que je faisais pas des trucs comme ça et puis que j'allais me goinfrer au restaurant ou je ne sais quoi. Mais ça change, c'est clair. Puis, comme tu as dit avec Stan, ça se voit direct. Le Mm. gars, il a une condition, ça n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Bah, on voit aussi avec les résultats. Je veux dire, le gars, ça fait déjà 2 concours de suite qu'il commence à gratter des places et qu'il se rapproche des 2 premières places. Donc, y a pas de miracle, en fait. Quand tu à ce niveau-là, euh, il y a pas d'improvisation. Ça Ouais. n'existe pas. Tu peux pas. Ça va marcher un certain temps, mais au bout d'un moment, tu t'es rattrapé par la réalité. Ouais, c'est Voilà. comme tout sport, comme tu disais. Je pense qu'à un moment donné, si Messi ou Ronaldo, ils avaient pas travaillé quand même à l'entraînement, ils en seraient pas là, quoi. Mais ça, c'est vraiment l'exemple hyper juste, quoi. Prends un gars comme Cristiano Ronaldo. On aime ou on n'aime pas le personnage, tu vois, Mm. ces athlètes-là. Mais aujourd'hui, le mec, il a quand même plus de 35 balais. Il fait du foot à haut niveau. Alors après, bon, il y en a ravi, on dira ce qu'on Ouais. voudra, mais globalement, il a été au haut niveau, il a joué dans les meilleurs championnats du monde. Mais pourquoi? Parce que ce gars-là, à plus de 35 balais, il faisait toujours plus que tout le monde. Il se levait plus tôt que tout le monde, il faisait un entraînement de plus, il voulait toujours faire plus. Et il n'y a pas à chier, c'est quand tu bosses comme ça, et puis que t'es génétiquement, que t'es talentueux dans ce que tu fais, etc., bah, tu passes devant les gens, quoi. Puis tu passes devant des gens comme Ronaldinho, Ronaldo, des gens qui étaient tellement talentueux comme ça,
mais que au bout d'un moment, eux, ils se sont arrêtés Ouais. en termes de travail. Puis tu vois où ça mène, quoi. C'est des gens qui ont eu une longévité, ou en tout cas un prime qui était beaucoup plus court qu'un gars comme Ronaldo, qui est lui, j'ai l'impression qu'il a son prime depuis bientôt 15 ans, tu vois. Parce que le gars, il a jamais régressé, tu vois. Il perd de la valeur, entre guillemets, mais parce qu'il vieillit, mais globalement, Ouais. il est toujours aussi bon, quoi, tu vois. Donc voilà, après, je veux pas parler du foot, mais c'est très représentatif. C'est quelque Ah. chose que tu peux facilement mettre en application dans le Ouais. body et dans d'autres sports, quoi. Ouais, exactement. Le sport. Le travail et le talent de travail dur, c'est mort pour les autres. Hein. Moi, je suis, en fait, alors, je suis de l'avis que, de toute façon, si t'as pas les deux, c'est mort. C'est-à-dire que, à un niveau, quand tu vas à Olympia, tu peux avoir tout le talent que tu veux, il y a un moment donné, tu vas t'effondrer. Tu vas peut-être faire un truc incroyable, mais en termes de longévité, c'est mort. C'est impossible. Et pareil pour le travail dur. Moi, je me souviens, Patrick, lui, m'avait toujours dit à l'époque, il a arrêté la compétition parce que il avait pas la génétique. Donc, il avait pas le talent. Par contre, il me disait, moi, ce que j'avais, c'est que j'étais un énorme bosseur. Donc, s'il avait eu le talent, il aurait pu aller loin, mais il m'a clairement dit, moi, j'ai pas le talent, donc j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, ça avait aucun sens. C'est que je pouvais pas rivaliser avec des mecs qui bossaient comme moi, mais qui étaient plus doués génétiquement, tu vois. Ouais. Donc, c'est là que tu vois que t'es limité de toute manière si t'as pas les deux. Donc, tu vas pouvoir faire de la compète, mais tu vas faire de la compète pour te faire plaisir. Tu vas te faire kiffer en national ou j'en sais rien, peut-être faire un petit résultat en inter et puis basta, mais ça s'arrêtera là, quoi. Mais c'est dur de le reconnaître. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. Mais Et, est-ce que et, est-ce que t'as déjà eu des clients à qui tu as dû le dire, par exemple, parce que moi ça m'est arrivé, hein, de devoir dire franchement aux gens, il fallait un peu les faire redescendre de leur truc, tu vois, et de leur dire, écoute, tu peux faire de la compétition si t'en as envie, c'est pas un problème, mais tu dois comprendre que tes chances pour accéder à tel niveau, ça va être Ouais. quand même très compliqué, quoi. Et puis c'est difficile de l'entendre parce que déjà, bon bah il y a des gens, ils vont se vexer puis ils vont se dire, ouais mais t'as un jaloux ou bien je ne sais quoi, enfin tu vois, suivant de qui ça peut Ouais. venir. Et alors après, t'en as qui écoutent, mais il y en a beaucoup qui restent un peu coincés dans leur idée et puis qui du coup vont changer de coach ou vont aller voir ailleurs, C'est quoi. ça, c'est ça. Ils vont changer. après, dans le coaching, j'ai beaucoup remarqué de par mon enseignement que si le mec réussit, c'est grâce à lui. S'il échoue, c'est à cause de toi. Tu Oui. vois. Ouais. Ouais, mais bon, Mais ça se retrouve chez les coachs aussi, hein, de ce que je vois. Tu sais ce que tu disais tout à l'heure sur l'humilité, je pense que j'ai vu ça sur certains coachs. En gros, le mec se place pas, mais moi j'ai fait le maximum, c'est l'athlète qui m'a pas écouté aussi ou ça. Et en général, il y a toujours une corrélation. Parce que ça peut arriver quand même que ta relation coach-élève, eh ben il y a des moments en fait où la communication elle se fait pas parce que l'un n'arrive pas à comprendre l'autre, ou l'un n'arrive pas à écouter l'autre, ou l'un ne veut pas parler à l'autre parce que bah il pense que c'est pas significatif et finalement ça l'est. Et tu peux te planter en fait. C'est comme tu dis, enfin moi je vois la chose comme ça. Je vois toujours c'est un travail d'équipe. Je veux dire, c'est Exactement. pas, enfin la mauvaise place de Yann Vallière est pas à cause de Patrick Tuor à Olympia, tu vois. C'est un travail d'équipe. C'est que les deux sont un petit peu, enfin, en tout cas, ça n'a pas marché comme la dernière fois, en tout cas. C'est juste ça. C'est pas Ouais, que l'un a fait moins bien son travail que l'autre, tu vois. je suis d'accord. Et puis je pense qu'après il y a, après ça n'engage que moi, hein, c'est que mon avis. On prend l'exemple de Yen. Bah, on part sur la question de la génétique. Je pense que Yen, très sincèrement, Ouais, moi, je pense il est un peu à sa limite de ce que lui permet sa génétique. C'est-à-dire que c'est un très bon athlète. C'est un ouais, mec qui a fait Olympia, donc il y a rien à dire. Hein. Attention, c'est un des top athlètes mondiaux. Mais il lui manque quelque chose pour aller chercher ses 6 premiers, quoi. c'est Ces ça. mecs, tu vois, d'avoir cette espèce de dureté, ce petit truc qui fait la différence physiquement. Il lui manque ça. C'est-à-dire qu'il va gagner des concours pro, Ouais. mais moi, je pense qu'il lui manquera toujours quelque chose pour aller chercher un top 5, top 6. Et ça, qu'il aille avec Patrick Tuor, avec Matt Jansen, avec même Annie Ramble, il y a rien qui va se passer de nouveau, je pense, tu vois. Il Par sera contre, bon, ouais. mais pas assez, quoi, pour aller chercher en haut, je Là, pense. il se plaint de sa place, mais comparé à l'année dernière, le plateau est pas du tout le même. Ah bah, c'est clair. Donc, Faut dire la vérité, attention, hein. Le plateau qu'on a depuis 2, 3 ans, c'est pas le même plateau qu'on avait à l'époque quand il y avait un Cutler, Kay Green, Phil Heath, le plateau était quand même, moi, à mon avis, c'était, je trouve, ouais, une autre génération. C'était une notre autre dimension. génération. Ouais, Donc, on avait un top 10 à l'époque. On prend l'exemple de Dexter Jackson. Quand ouais, même, Dexter Jackson, ce mec, il a quand même gagné, c'était quoi, Chicago, je crois.
sur sa dernière année de compétition, à plus de 50 balais. Il était il était même pas à son prime à ce moment-là. Et quand lui, Dexter Jackson était à son prime, c'était pendant la période où il y avait justement tous ces athlètes, Dennis Wolf et compagnie. Le mec, il faisait pas plus qu'un top 6, top 7, quoi. Donc, ça montre quand même à quel point le niveau était, Oui. extrêmement difficile à l'époque. Donc, aujourd'hui, on a un niveau pas qui est plus faible. On a une génération, je pense, qui est un peu différente. On a des nouveaux athlètes qui arrivent. Mais je pense que si aujourd'hui, tu n'arrives pas à te faire ta marque et aller chercher un top 3, top 4, je pense que Ouais. ça Non, mais va être compliqué, quoi. ce que je disais, c'est que par rapport à l'année d'avant, où Yann Valliere s'était super bien placé, et c'est la même chose avec Hunter Labrada, c'est la même chose. C'est que l'an dernier, il n'y avait pas des monstres de génétique qui sont arrivés comme Andrew Jack. Ouais. T'as aussi Criso qui est arrivé d'un coup. T'as des mecs comme ça qui étaient pas là, en fait. Et sauf que, ben, eux, génétiquement, ben, ils sont quand même meilleurs. Ah, c'est clair. Sans pour autant, je pense à, comme tu dis, si on les avait vus à l'époque, année 2000, ben, ça se trouve, on les aurait même pas vus à cette époque-là. Ouais. Mais là, concrètement, comparé à Yann, justement, bah, ils sont génétiquement plus doués. C'est juste ça. Ouais, Yann, Ouais. malheureusement, il fera pas mieux. Il fera pas- Et ouais, bon, après, en plus, son entraînement, je pense qu'on peut en reparler aussi un peu, mais je pense que c'est assez limite, en vrai. Mais après, il y a un truc qui Après, est vrai et qui, je pense, à retenir, c'est que il aime tellement s'entraîner comme ça, faire son soulevé de terre hyper lourd, faire ses presses très très lourdes et tout, que bah, on peut pas l'arrêter de faire ça non plus, parce que sinon il serait pas bien, il ferait pas, son physique lui rendrait pas. Ouais. Je pense que je pense que ça lui apporte quelque chose, puis quelque part, ça le freine aussi un peu. C'est-à-dire Oui, que, parce que il devrait peut-être compléter, essayer d'aller chercher encore quelque chose d'un peu plus nouveau, tu vois, parce qu'aujourd'hui, avec le physique qu'il a, s'il va avoir un truc nouveau, bah, il faut qu'il fasse quelque chose de nouveau quelque part. ouais, Parce que s'il reste ancré dans ses mêmes trainings, etc., bah, ça me semble assez logique qu'il va pas forcément, changer ouais. beaucoup ou beaucoup évoluer, quoi. Donc, moi, je te rejoins un peu là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il regarde au niveau de l'entraînement. Après, moi, je connais pas trop Matt Jansen aussi. Je sais pas comment il travaille de ce côté-là, comment il fait ses mises en place, etc. Donc, ce serait intéressant de voir, mais C'est pas parce effectivement. que de ce que je vois, Matt Jensen délègue de plus en plus à Joe Bennett, justement. Mhm. Bon, après, pourquoi pas? Je pense que on verra c'est bien. bon. Quand t'as beaucoup de boulot comme eux, peut-être que voilà, ça fonctionne en termes de cohésion. Pourquoi pas? Ouais, bah, après, ça fonctionne pour plusieurs raisons. Ils sont dans la même salle, ils bossent pour la même compagnie. Logiquement, la communication est censée être facile entre tous. Mhm. C'est un gain de temps, finalement, pour tout le monde. Financièrement parlant, ça arrange tout le monde. Bon, je pense que voilà. Et puis bon, Joe Bennett fait quand même du bon taf, on peut pas dire. Ouais. Ouais, Bon, on Nico, je verra crois qu'il bien. faut qu'on te laisse. Bah écoute, j'ai Ouais. annulé en fait. Ça a été Ah, annulé. bah, bah Donc, écoute, si vous voulez prolonger un peu, on peut. Y a pas de bah, problème. on peut continuer de parler, du coup. Et ben justement, la question Ouais. donc du soulevé de terre de Yann Valliere, à votre avis, c'est bénéfique ou pas pour lui? Je te laisse répondre. Non, non, ce risque de blessure déjà incommensurable. Parce qu'on Ouais, sait que Yann Valère, attention, hein, c'est pas le pingouin du coin, hein. Mec, il a une force délirante. Plus tu vas vieillir, et plus tu restes sur exactement ce que disait Nicolas. Ne t'attends pas à avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Il faut qu'il tente d'autres trucs. C'est sûr que son physique, il est magnifique, bien sûr. On parle de mec qui fait top 10 Olympia, c'est pas rien, tu vois. S'il veut faire mieux, il faut qu'il gagne visuellement, il faut qu'il soit plus beau. C'est pas encore ça. Moi, je suis désolé, il me fait pas rêver, hein. C'est pas, ça me fait pas rêver, tu vois. Les Open d'aujourd'hui me font moins rêver, effectivement, que la période de 80. Ouais, on va dire que j'aimais bien moi, la période de Cutler. J'aimais bien Cutler, mais c'est pas ça. J'aimais bien Flex Wheeler, Livron, tout ça. Et un peu plus tard, il y avait une concurrence délirante, hein. Les mecs, si tu rentrais dans le top 10 à cette époque-là, merci, au revoir, hein. Ouais. C'était un champ de résultats. T'avais beau faire un poids très limité, c'était magnifique. C'était magnifique, les mecs, hein. Ils déglingueraient le niveau international aujourd'hui, hein, sûr et certain, hein. C'était une sacrée époque, hein. Par contre, ce que je vois de positif, c'est que le niveau Olympia, par contre, en classique, lui, il explose. Chaque année, il est encore plus haut. Tu regardes le physique de Bumstead, sa première année qu'il gagne, aujourd'hui, il se fait manger par la concurrence. Ah Il ouais. a été obligé de progresser
Et là, il est extraordinaire. Bien sûr, il est extraordinaire sur son dernier Olympia. Bon, il mange les autres de loin, je trouve. Mais tu vois, Fabien Junio, tu vois, là, tous les mecs qui arrivent, là, Laszlo, la Skira, je sais pas quoi, là, le mec de l'Est, là. Mais c'est quoi ces physiques qui sont extraordinaires? Et pourtant, l'année dernière, ils étaient inconnus au bataillon, tu vois. C'est, le niveau explose. Le niveau explose. Et même chez les amateurs, je t'assure que c'est Terence qui avait mis une photo, là, quand il avait gagné son premier pro show. Mais mec, un amateur n'importe où, il lui met la branlée. Ça a explosé, quoi. Maintenant, tout le monde veut être classique, tout le monde veut être dumpster. Oui, bon, c'est ça, surtout. Mais bon. Ils ont plus envie d'avoir. Mais est-ce que ce serait pas justement un danger parce que je reviens sur, c'est juste ce que tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un décalage en termes de niveau par rapport aux années précédentes, puisque ça a évolué. On le voit aussi dans la catégorie men's physique, hein, c'est un peu ce qui est reproché, c'est qu'on a des physiques qui sont musculairement parlant, pas reconnaissables oui, parce qu'ils ont mis la nouvelle réglementation, etc. J'attends de voir un peu comment ça va se passer. Ouais, parce que je suis pas convaincu par la chose personnellement, mais après, on va voir. Mais dans l'idée, c'est de dire maintenant, aujourd'hui, on a quand même, je trouve, on est à 25 ans, 20 ans, on a des mecs qui font Olympia, quoi. Hein. Et quand on regarde les contextes à l'époque, on prend l'exemple de l'époque Shawn Ray, etc. Il y a quand même la plupart de ces mecs-là, ou bien Ronnie Coleman, ces mecs-là, ils faisaient Olympia, ils avaient 30 balais quand même. Ils avaient dépassé le cap des 30 pour la plupart, ou du moins ils arrivaient à leur prime quand ils étaient beaucoup plus âgés que maintenant. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas trop tôt en fait, tu vois? Parce que en termes de longévité, si à 20 piges t'es déjà sur la scène Olympia, comment tu envisages l'avenir? Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas pouvoir prendre des stéroïdes et puis avoir une intensité en termes de lifestyle comme ça pendant 25 ans? Je suis pas hyper convaincu. Franchement, moi ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais je suis pas convaincu par ça. Il y a des mecs qui vont en avoir le cul, ou alors il va y avoir des problèmes. Hein. Ouais, moi je pense surtout aux problèmes de santé en fait. Non, c'est problème de santé. Et chez tout le monde. Ouais. Parce que tu vois, bon, je le vois vraiment avec la catégorie wellness, dans le sens où forcément j'ai un œil de plus en plus attentif. Mais tu vois que la catégorie qui est très nouvelle, et tu vois qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on est passé justement d'un niveau de base quand même qui était très très bon, c'est pas le souci, mais avec des physiques qui ressemblaient à des wellness, on va dire, ou en tout cas des filles musclées, sans être non plus dans des conditions de fou et sans avoir des bas du corps de bodybuilders, on va pas se mentir. Sauf que là maintenant c'est des tanks qui arrivent. Je vois passer des protocoles, on va pas se mentir. Hein, tu te dis mais même je pense à un cheval ou à un bœuf aux États-Unis, ils lui donnent pas la même chose. Et tu te dis, mais enfin, c'est pareil chez les men's physiques, parce que chez les men's classiques, les filles ou les gars qui font ça sont hyper jeunes. Tu te demandes en fait, combien de temps ça va tenir. Comme tu dis, je pense que l'aspect psychologique est vraiment à prendre en considération aussi, parce que on l'a vu chez certains d'ailleurs. Quelqu'un comme Nick Walker, bon, c'est un exemple parce que lui il a parlé, mais ils ont tous des petits troubles, des petits soucis d'ordre psychologique. Ils tombent là-dedans. Mine de rien, on sait très bien que le jour où les produits vont falloir les arrêter, en tout cas les diminuer, on sait ce qui va se passer. Et sans parler ils peuvent se blesser justement, ou ils peuvent avoir un autre problème à cause des stéroïdes ou autre, qui fait qu'ils doivent arrêter. Ça veut dire que ça va faire quoi? Ça va être des gens qui sont avec des déprimés H24, ou alors ils vont en avoir un autre vraiment. Parce que le problème des ratios qu'il y a, on va pas se mentir, hein, c'est qu'il faut faire le point justement. Que ce soit en men's physique ou bientôt du coup en men's classique et bientôt en men's physique, on sait que ça va créer d'autres problèmes. On sait qu'il y a des mecs, ils ont pas de limite, même des filles, DNP à gogo, plein de choses comme ça. Et je pense que on n'a pas encore le retour. On parlait de la science au début, mais on n'a pas encore le retour de l'expérience humaine qui est en train de se faire. Mais ça se trouve sur la santé, ça va pas être sympa. Ouais, moi je suis plutôt assez pessimiste. Après, je pense que ça vient aussi de mon background ou de mon expérience personnelle, parce que moi maintenant j'ai pas trop, c'est pas que j'ai pas honte, mais j'ai passé un peu le cap parce que je pense que moi j'ai eu des problèmes de santé assez importants en 2018, et puis quand ça arrivait, forcément t'as pas forcément envie d'en parler parce que c'est assez intime, puis bon t'es très vite pointé du doigt, on te dit un peu bien fait pour ta gueule. Enfin ça c'est un peu le genre de discours qu'on a. Maintenant, moi, j'ai passé ça, donc j'ai aucun souci à en parler, mais
je dis ça, puis moi, c'est vrai que j'ai un peu, je mets un point d'honneur là-dessus, puisque je parle tout le temps de ça, mais parce que j'ai aussi vécu un truc, franchement, qui était assez difficile, et euh, on voit de plus en plus ça, quoi, entre déjà tous les gens qui malheureusement décèdent, plus ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que des gens qui décèdent pas, mais qui du coup arrêtent les produits et qui sombrent dans la dépression, dans des choses comme ça. Et je trouve que c'est des trucs qu'on n'aborde pas assez souvent. Et c'est un vrai problème, c'est une vraie réalité, quoi. Et pour l'avoir vécu, sincèrement, parce que moi je suis passé par là aussi, j'ai eu une phase de dépression très intense et tout. Euh, Si psychologiquement t'es pas armé, ou que t'as pas un entourage qui est présent, franchement, je te donne pas cher de ta peau, hein, parce que il y en a, ils vont passer l'arme à gauche, hein. Soit des gens, ils vont sombrer dans une autre drogue ou l'alcool. Ben, c'est ce qu'on voit souvent dans les milieux entre guillemets de stars, c'est que t'as beaucoup de gens qui, avec l'adrénaline, avec la dopamine que ça génère d'être entre guillemets au sommet. Quand tu passes du sommet à zéro, ben les gens ils font quoi? Ils sont dans l'alcool pour pouvoir compenser le manque qu'ils ressentaient quand ils étaient tout en haut. Et en tant que sportif, c'est un peu la même chose, hein. C'est avec les produits, ça fait le même effet. C'est quand t'es tout en bas, tu te sens comme une merde, hein. Donc tu essaies de trouver un moyen de compenser. Puis là, si t'as pas la tête sur les épaules, mon pauvre ami, dire que tu ramasses, quoi. Donc Ça peut non, être, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Puis on n'en parle pas assez, hein, parce que c'est un vrai problème. C'est les TCA, tous ces trucs-là, ça fait partie de ça, hein, parce que quelque part, c'est des c'est entre sûr. guillemets des sous-conséquences de Ouais. ça aussi, quoi. Ouais, tu vas compenser avec autre chose, Ah ouais, que ce soit la bouffe, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit, c'est ça. Ouais. J'ai un très bon copain, mec. Bon, maintenant il se rapproche de la soixantaine, tu vois. Il a eu des problèmes de santé et il était au plus haut niveau IFBB dans les belles années de 90, tu vois, 90-2000. Il a fait presque le championnat du monde. C'était un bon, tu vois. C'était vraiment un bon. Il a tapé une putain de déprime, mais une déprime de l'espace, parce qu'il a eu des problèmes de santé. Et en fait, lui, déjà, de se voir plus maigre, il le concevait pas. Même, tu vois, il y a 55 ans, il faisait encore 115 kilos, tu vois. 115, 120 kilos, et puis propre. Il avait les abdos, il était incroyable. À cet âge-là, personne n'est aussi bien, tu vois. Et ce qui me disait qui était très dur, parce qu'on parle beaucoup, tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est lui qui m'a lancé dans ce sport, c'est lui qui a une philosophie de vie que j'aime beaucoup, qui est axée sur le respect des autres et tout ça. Je respecte énormément cette personne. Il me disait que c'était le regard des autres, qu'en fait, ceux qui t'ont connu te demandent encore plus. Tu vois, pas forcément ta famille, parce que ta famille, alors attention, des fois la famille, ça peut être un vrai venin, hein. Mais lui, en tout cas, il était bien entouré. Mais c'était les gens qui l'ont connu à son prime pendant des 30 ans ou 35 ans, parce qu'il a été extraordinaire pendant les années, qui le fustigent. Ah ben là, t'es tout maigre maintenant et tout, tu ressens plus rien. Et il disait, c'est des mots que t'entends tous les jours, parce que tout le monde le connaît dans la région, tout ça. Et tout le monde lui en met plein la gueule. Et si tu veux, déjà qu'il avait le moral dans les chaussettes, parce qu'il avait les problèmes de santé. Mais en plus de perdre son physique, de pas s'entraîner et que les mecs lui fassent ramasser la gueule tous les jours, c'est ouais. monstrueux, quoi. T'as une Ouais, mais déprime constante. Tu t'imagines n'oublies pas. ce fléau-là qu'il va y avoir avec les réseaux maintenant? Ouais. Parce que Ah ça, ouais, c'est quelqu'un qui est pas sur Instagram, j'imagine, ou en tout cas très peu. pas du tout. Voilà. Non, son Et, téléphone, il a même pas, il fait des messages, tu vois. Il fait que messages et appels. Il a aucune et, connaissance. et Facebook et compagnie. tu vois, un nouvel athlète, on va pas citer de nom parce que j'espère ça pour personne, mais imagine, justement, il se blesse. Il a 25 ans, il est en classique physique, il se blesse, il était dans le top 10 Olympia, j'ai une connerie. Il peut vraiment plus faire de muscu à ce haut niveau, en tout cas. Et il est déjà suivi par, je sais pas combien de millions de gens sur Instagram ou sur YouTube. Et il y a combien de gens qui vont lui écrire? Alors, ça peut être l'effet inverse, hein. Ça peut être l'effet, bah, putain, d'un coup, plus personne me demande ce que je suis, qui je suis. Bah, Du coup, tu te dis, Kaloum, bah, ouais, un peu calme. Ouais. Et, ou l'inverse, aujourd'hui, tout le monde va venir te dire, ah, bah, t'as arrêté, ou, ah, tu vois, ton physique, c'était que des stéros, ou, ah, si, voilà. Et je pense que faut vraiment être, comme tu disais, Nico, faut être armé. Mm. ouais. Ouais, mais moi, je te dis, moi, je suis passé par là parce que bon, toi, Alex, tu sais, mais moi, j'ai eu des problèmes de cœur en 2018. C'est majoritairement ça qui m'a aussi fait prendre la décision d'arrêter. Mais moi, j'ai eu peur de ça aussi, très franchement, parce que tu sais, quand tu fais 10 ans ça, entre guillemets, tu te définis juste par ça. C'est-à-dire qu'en fait,
tu te lèves tous les matins, tu fais du body, tu manges tes repas, tu vas t'entraîner. Les gens, ils savent que t'es Nico le bodybuilder, ils savent que t'es telle personne qui a fait Olympia et machin. Et toi-même, en fait, tu finis par t'identifier que en tant que ça. Tu vois, t'es juste athlète, en fait. Il y a aucun moment tu penses que t'es autre chose, tu vois. Et moi, j'ai eu ça aussi en début, juste après quand j'ai eu les problèmes, c'est que j'ai eu plusieurs mois où vraiment, je me suis dit, mais je vais être qui après, tu vois? Je vais être quoi en fait? Comment je peux me retrouver en termes d'identité, tu vois? Et ça, c'était très difficile au début. Et puis moi, j'ai eu la chance, c'est que j'ai voyagé. Et puis c'est en voyageant en fait que je me suis rendu compte que j'avais une communauté qui était vraiment chouette parce que les premières personnes que j'ai pu rencontrer, c'était au Mexique notamment, d'où le lien affectif que j'ai avec ce pays. C'est que les gens, en fait, moi, j'avais perdu beaucoup de masse à ce moment-là quand je suis parti là-bas parce que j'étais allé faire des séminaires. Donc, je me suis dit, j'avais peur un peu, tu vois, des réflexions. Je me suis dit, putain, on va à chaque fois me rappeler exactement ce que tu viens de dire, tu vois, t'as perdu et tout. En fait, ben non. Je me suis retrouvé avec des gens qui venaient vers moi qui me disaient, genre, putain, Nico, ce que t'as fait, c'est trop bien. Franchement, génial. Et j'ai pas eu un seul commentaire, mais pas un seul sur mon physique on m'a dit genre, ah, t'as perdu et tout. Non, en fait, c'était des questions du style, est-ce que tu vas refaire de la compète et tout. Bon, t'es obligé toujours d'expliquer, etc. Mais j'ai pas eu un seul commentaire lié à mon physique. Puis c'est là où j'ai compris et je me suis dit bon, peut-être que je peux être plus que juste athlète, tu vois. Puis c'est ça qui gentiment m'a fait un peu prendre Oui. goût un petit peu à la vie, puis qui m'a donné envie de recommencer à faire des choses. Mais c'était très difficile. Puis moi j'ai eu cette chance-là. Après, comme effectivement tu t'as dit avant, si ça se trouve j'aurais pu avoir l'inverse, c'est-à-dire que j'aurais pu tomber sur une communauté qui me défonce et qui me dit franchement Nico, maintenant ça a chier ou je sais pas quoi, ton physique, etc. J'aurais pu avoir ce genre de remarques, mais j'ai eu la chance que non, j'avais une communauté qui était plutôt assez chouette et c'est ce qui m'a aussi redonné du coup l'envie de rester actif aussi dans le milieu puis d'essayer d'apporter ma contribution, on va dire différemment. Mais c'est dur, franchement c'est très dur parce que psychologiquement t'es seul quoi, t'es seul face à toi-même et, ouais, c'est des moments qui sont pas évidents à gérer, quoi. Ouais, Ouais, c'est sûr. d'où l'importance de l'environnement aussi, quoi. Ouais, absolument, ouais. J'ai la chance, c'est que moi, j'ai ma mère, hein, que je me suis jamais caché de ça, c'est que je suis très très proche de ma maman. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé à tenir, parce que ma mère, elle m'a toujours beaucoup aidé. Patrick, même si on avait une relation de coach, c'est quelqu'un qui est beaucoup en fait dans l'écoute aussi. Moi, c'est quelqu'un qui a pris le temps de beaucoup m'écouter, qui a jamais remis en question mes choix, mes envies et tout. Donc ça, c'était aussi important pour mon cadre. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir ça. Donc c'est ça aussi. Oui, parce que maintenant, c'est un ami plus qu'un coach, quoi. Ouais, Patrick, c'est mon papa. C'est mon père, mon frère, c'est tout. J'ai un lien affectif avec lui qui est très fort. Et puis c'est un membre de ma famille. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, je dis, moi, je te considère comme mon père. Si demain t'as un problème, je me lève et je viens la nuit, tu vois. Parce qu'on a tissé un lien qui va bien au-delà Ouais, d'athlète coach, c'est qu'on a vécu des choses ensemble. Puis je pense qu'on a une particularité, c'est que on est les deux Suisses, on vient du même pays. Et puis du coup, on a eu cette espèce de connexion assez rapidement parce que il m'a vite pris sous son aile parce que j'étais un petit peu le petit protégé en Suisse. Et puis voilà. Puis moi, il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance. Puis on a toujours, ça matchait quoi. En termes de boulot, ça marchait quoi. Il n'y avait pas de remise en question. On s'est jamais embrouillé une seule fois. Et il y a toujours eu un respect mutuel aussi. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de respect. Moi, j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait. Pour moi, c'est une inspiration aussi dans mon travail. Donc, ça joue beaucoup, quoi, ouais. c'est clair. Ouais, Ouais, après, mais ça se ressent. je sais pas, Et, mais je sais que en tant que coach, justement, parce que bah, toi, Nico, je t'ai écouté souvent par rapport à ça, et puis même quand j'ai vu Patrick l'an dernier, tu vois, ça sent cette connexion. Justement, et c'était le jour où Yann concourait c'était Toronto, je crois, à l'époque, Mhm. l'an dernier, et tu sentais que, tu sais, c'était comme si c'était son gamin qui était en train de passer le bac ou qui attendait les résultats de son bac, tu vois. Ouais, Et je me suis dit, ben ouais, comme tu dis, c'est vachement inspirant et ok, ça demande beaucoup de temps peut-être en tant que coach d'avoir cet aspect-là, mais sans rentrer non plus dans le cercle privé, t'es pas obligé en plus, tu vois, mais au moins avoir ce sentiment humain, ça c'est important. Et ouais, c'est vrai que j'essaie de le faire, et même les personnes que je prépare en ce moment, tu sais, je leur prépare, enfin, on en parle parce que je pense que ça fait partie de la chose, mais comme je leur dis, non, t'inquiète, après la compétition, je te lâche pas comme ça dans la nature, tu vois, je serai toujours là, même si tu veux plus que, si tu veux faire une pause dans le coaching, tu vois, ça coûte rien d'envoyer un petit message. absolument. Moi, c'est même des gens avec qui j'ai plus de contact de coaching.
ça m'arrive de temps en temps juste envoyer un message, tu vois, après 5 mois ou comme ça, que j'ai pas eu de nouvelles, je dis, ah, écoute, ça va et tout, sans demander de vouloir faire du coaching. C'est pas gratter, c'est juste Ah, du style, comment tu vas, comment ça se passe de ton côté. Ah, bah, c'est cool, top, quoi. Et je c'est pense que ça. ça, c'est, comme tu dis, je pense que c'est une valeur ajoutée à ton, pas juste à ton travail, mais à l'être humain que tu es, parce que faire du coaching, on fait tous du coaching parce qu'il faut aussi payer nos factures, faut dire la vérité. C'est ça. On ferait pas ça gratuitement non plus, tu vois, parce que ça prend du temps. Donc on doit payer nos factures, c'est une chose, mais je pense qu'on peut le faire de manière humaine, c'est-à-dire qu'on peut quand même le faire avec qualité, avec respect, et puis ça passe, je pense, par ce genre d'attitude. Un petit Ouais. message, un petit truc. Ouais, tu vas, ou moi, ça m'est arrivé tout d'un coup, j'ai un athlète qui passait dans le coin, il m'écrivait, il me disait, ah, bah, écoute, viens, on va boire un café, on se pose, on se boit un petit café, un truc comme ça, puis, ouais, ça te permet de tisser des liens et tout, et puis, je pense que c'est hyper important, parce que, après, même pour toi, en tant que coach, ça te permettra aussi d'avoir une bonne image aussi, Ouais, quelque part, parce que bien sûr. ces gens-là, ils en garderont un bon souvenir, même si tout d'un coup, tu as fini dernier avec la compétition, le mec, il se dira, ah, bah, écoute, Alex, oui, ok, j'ai fini dernier, mais Alex, il était là, tu vois. Il était là tout le temps, il m'a écrit, après, il m'a réécrit encore après, alors que ça, il avait pas besoin de le faire. Et puis, ça, franchement, je pense que ça vaut bien plus qu'un résultat en soi, en termes de performance, tu vois. Ouais. Ouais, je vois les choses comme ça. Ouais. Mm. Tu peux pas le faire avec tout le monde parce que tout le monde Non. n'a pas envie d'avoir cette relation de proximité. Certains veulent avoir une distance, tu vois. Oui, C'est Mais vrai. effectivement, on rajoute de l'humanité, tout simplement, chose qui manque dans ce monde. Mhm. Moi, je dis, essaye d'être le plus humain possible et tout se passera bien, quoi, tu vois. Si les autres le sont pas, Ouais, tant puis pis. même, je veux dire, Bon. même la personne qui veut pas ce lien de proximité autant, qui veut juste son plan, bah, je pense que c'est pareil, tu sais, même quand tu lui réponds à son bilan, t'es pas obligé d'être en mode robot, de lui dire OK, ou de lui dire changement de plan, juste ça, tu vois. T'as le droit de mettre un petit peu les formes. Ça coûte Ouais, rien, je ça suis coûte pas d'accord. plus, hein. Ouais, mais Hum. je pense, comme tu disais, je pense que ça dépend après les profils que t'as. Tu vois, Bien sûr. t'as des gens qui sont plus protocolaires, tu vois, qui aiment bien un truc un peu universitaire carré. Bah, Ouais, du coup, tu suis un peu leurs envies, puis tu leur donnes un truc un peu plus carré comme ça, puis tant mieux, ça passe. Même si pour toi, personnellement, en tant que coach, ça te parle moins parce que t'as peut-être justement une personnalité qui serait un peu plus à aller discuter, à être un petit peu plus social. Le client doit quand même primer à ce moment-là, donc bien sûr. c'est à toi de t'adapter plutôt par rapport à ce que lui il a envie en termes d'échange, tu vois. Tu sais, je pense qu'on fonctionne pareil, c'est comme le plan d'entraînement, en vrai. Mhm. Moi, la personne, elle me dit, j'ai horreur de m'entraîner comme ça. Si moi, c'est ma façon de m'entraîner, en tout cas, que j'aime m'entraîner, mais je vais pas lui dire, bah, t'as pas le choix de t'entraîner comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais, enfin, je trouve ça logique, en soi. C'est comme sur la nourriture. Des fois, je reçois des clients, ils me disent, bah, mon ancien coach, il voulait que je mange absolument que du blanc de poulet et du riz. Mhm. Ouais, bah, si t'aimes pas, on peut quand même trouver une alternative, tu vois, c'est pas non plus méchant. Ouais. Non, c'est clair. Après, ça aussi, encore une fois, il y a des gens, tu sais, ils veulent changer tout leur physique, mais ils veulent pas faire d'efforts aussi, tu vois. Je Oui, parle après, pas des compétiteurs, je parle. Je parle Mhm. des lambda qui bien te disent, sûr. oui, mais demain, j'avais prévu une pizza avec ma femme, après demain, je Ouais, dois aller au resto avec moi, j'avais un mec à une époque que je coachais, je me rappellerai toute ma vie. Il devait faire une sèche. C'était pas la meilleure génétique, pas le meilleur cadre d'entraînement, tout ça. Donc, c'était quelqu'un, n'importe quoi qu'on aurait fait, on aurait progressé, puisqu'il s'entraînait mal et qu'il mangeait mal déjà de base. Et il me dit, ton programme, c'est de la merde. Écoute, j'ai pas perdu de poids. Et je lui dis, mais est-ce que tu suis un petit peu ce qu'on a écrit? Est-ce que tu vas aux entraînements? Il me dit, mais non. Là, je travaille chez Burger King en ce moment. Les repas sont gratuits. Enfin, je vois pas pourquoi je suis resté. Ça me coûte cher. Et oui, j'ai dit, forcément, ouais. mais là, Antoine, c'est pas l'idiot. Si tu suis pas le plan alimentaire et que tu vas manger Burger King tous les jours, 2 fois par jour, ne sois pas con à me dire que ma sèche, c'est quand même, Ouais, les mais gens veulent le beurre, franchement, l'argent. faut le comprendre. Il avait des bons chez Burger King, tu vois, quand même, tu vois. Tu pouvais faire un plan chez Burger King quand même, Ouais, tu vois. t'aurais dû T'aurais faire pu, une diète franchement, flexible, là, c'est pas possible. on peut toujours adapter, quoi. Pourtant, putain. Ça, je m'en Ouais. rappellerai toute ma vie. Hein. Bah là, ouais, tu peux. Non, mais après, c'est vrai, c'est ce que tu dis, faut voir les deux côtés, c'est sûr. T'as aussi, effectivement, les gens qui, c'est-à-dire que tu peux donner des alternatives, tu peux proposer des choses pour essayer de trouver quelque chose qui parle mieux à ton client. Mais il y a un moment donné, tu peux pas non plus, voilà, je veux dire, si le mec, il a pas envie de prendre du temps pour cuisiner chez lui, qu'il veut manger que des trucs préparés, il comprend pas que, en fait, même quand t'as de temps en temps des repas avec la famille et tout, faut faire un petit effort.
Et à un moment donné, tu vas pas pouvoir non plus faire les trucs à sa place. Donc, tu fais c'est pas évident. C'est non, c'est sûr. c'est ça le problème, c'est que des fois certains ils ont dans l'idée que quand ils te prennent dans tant que coach, c'est toi qui vas faire les courses, c'est toi qui vas t'entraîner, c'est toi qui vas faire à manger, c'est toi qui vas manger. Et, Ouais. Tu peux manger à sa Non, mais, place. Ouais. non mais d'accord. Après, on est dans une génération aussi, parce que on est dans l'hyper-programmation, dans tout ce qui est téléphone et tout ça. On veut tout maintenant, tout de suite, immédiatement. ah, Et les c'est Amazon. générations, putain, j'ai pas un physique, j'ai pas le physique de mes rêves en 2 mois. Et t'inquiète pas, hein, tu l'auras peut-être le physique de tes rêves. C'est un travail très, très chronophage et très long. C'est normal. On n'a pas tout immédiatement. C'est malheureux, mais c'est la vie. C'est comme de tout. Les gens sont pas passés Ouais. Enfin, de la merde et s'entraînent mal. Hein. Tu regardes la majorité des gens dans les salles, ils s'entraînent, ils sont là pour être là. Ils sont allés à la salle, oui. ils sont venus. Ils sont venus, ils ont passé. C'est ça. Ils s'imaginent que la condition, c'est venir. Tu vois, Voilà. et ça C'est s'arrête là. Non, mais c'est ça, tu vois. Ouais, c'est Et ça. du coup, c'est. Mais je reviens sur ce que vous avez dit sur sur le côté réseaux sociaux, parce qu'en fait, aujourd'hui, on prône une culture, c'est la culture du rapide, comme tu dis, tu vois. Mm. C'est la culture du faire le moins d'efforts possible pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais à un moment donné, ça marche plus, quoi. Faut arrêter, tu vois. Et toi, quand t'as fait, par exemple, de la compète et tout, moi, je pense souvent des fois à mon passé. Je veux pas ramener ça à chaque fois, mais je me dis, mais mec. Franchement, ce que j'ai dû me coltiner en termes de training, en termes de souffrance par moment, pour pouvoir être là où j'ai été, et j'ai même pas été numéro 1 mondial, quoi. J'ai fait un bon résultat, ok, j'ai fait Olympia, c'est bien. Et j'étais 11e, tu vois, j'ai pas, dans 2 ans, on sait pas qui je suis, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, je veux dire, faut, les gens, ils doivent, faut comprendre qu'à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Tu vas pas pouvoir avoir ce que tu veux si tu t'investis pas un petit peu, quoi. Puis je pense que c'est une question de priorité. C'est les gens et moi, je vais revenir sur la question du tarif. C'est pour ça que moi, je préfère mettre un tarif un peu élevé en coaching, mais quelque part, moi, je me dis, ça va envoyer le message à la Ouais. personne et lui dire, écoute, tu veux venir bosser avec moi, t'as ça à payer, il va falloir que tu te sortes les pouces Tu du cul, tu t'impliques. vois, parce que Et, sinon, ton argent, tu vas le perdre, puis moi, quelque part, je vais le gagner comme ça, puis je vais rien foutre, puis tant mieux pour moi, mais ça me fait perdre du temps aussi, puisque je pourrais peut-être avoir quelqu'un de plus sérieux à côté. exactement. Mais c'est surtout pour, entre guillemets, responsabiliser la personne. Parce que moi, si je dois mettre 300 ou 400 balles pour un coaching au mois, sincèrement, je me dis, Ouais, mec, tu fais le truc. Ouais. c'est cher, quoi, tu vois. Donc, je me dis, putain, au moins, je vais me faire mes bilans à l'heure comme ils me le demandent, je vais aller m'entraîner, je vais m'impliquer un minimum, tu vois. Après, tu peux avoir des petits trucs, ça peut arriver d'avoir un imprévu, Bien sûr. un repas, tu vois, mais quand c'est toute la semaine, tout le temps comme ça et que c'est systématique, il y a un moment donné, tu comprends très vite que les priorités, elles ont pas été du côté du coaching, tu vois. Donc voilà. Après, si les gens, ils ont de l'argent acheté par les fenêtres, c'est une chose, mais moi, je vois pas les choses comme ça. Mais sociologiquement parlant, le fait de pas payer, ça montre souvent une non-adhésion au programme. Tu vois. Bien sûr. Moi, j'ai déjà service à des amis ou tout ça. C'était pas forcément des super potes ou rien d'extraordinaire, mais je l'ai eu fait, voilà, surtout quand j'étais plus à mes débuts. Et tu le fais gratuitement, crois-moi que l'adhérence, ça va être proche du zéro. Ouais, Tu es fait payer une petite somme, hein. Tu dis, allez, je te fais un prix, on est amis, certes, mais voilà, je te fais un petit prix parce que c'est mon boulot. Déjà, va y avoir un petit suivi, un petit suivi. Et effectivement, si le mec va payer plus cher, bon, ouais, mais c'est oui, comme tu dis, c'est l'humain qui réagit comme ça. Il a besoin de la carotte et du bâton, en vrai, l'humain. C'est toujours Ouais, pareil. clairement. Et ouais, moi, dernièrement, j'avais aidé quelqu'un gratuitement parce que proche, en tout cas à l'époque. Et puis le rendu a été que bah, j'ai travaillé pour rien pendant plus d'1 an et demi, et puis que le remerciement, c'est que j'ai plus de nouvelles. Et tu te dis, bah, fais chier quand même, parce que moi, je me suis investi, en vrai. Mm. Après, ça Et, dépend des gens. Il y en a qui sont très respectueux, hein. bien Il y en sûr, a qui mais sont consciencieux, quoi. la, C'est la, déjà la, donné. la leçon à retenir pour moi, c'est que même, tu vois, maintenant, je coach mon beau-frère, par exemple. C'est mon beau-frère, je le connais depuis plus de 11 ans. Je pourrais lui faire gratuitement, tu vois. Et déjà, ce que j'apprécie, c'est que de lui-même, il m'a dit qu'il allait me payer. Et puis, de toute façon, je peux plus le faire gratuitement. Parce que, voilà, en plus, ça permet de garder la distance. Dans le Ouais, sens où il sait que, à ce moment-là, il m'écrit en tant que Alex le coach, pas en tant qu'Alex le beau-frère. ouais. Et au Ouais, c'est moins, bien. maintenant, voilà, c'est la leçon que j'ai retenue. Et tu vois, maintenant, je sais que je reviendrai pas en arrière.
Ouais, moi, je partage entièrement ton avis. Moi, je travaille aussi avec des amis très proches à moi en Suisse, et c'est toujours le discours que j'ai tenu. Parce que là, en fait, je suis avec un ami, il y a un projet de salle qui va ouvrir, etc. Et c'est pareil, j'ai dit, en fait, là, on discute tous ensemble, on est tous des hyper bons amis, mais il y a une hiérarchie quand même à respecter, parce qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, plus haut placés, parce qu'il y a des gens qui ont plus de responsabilités. Puis ça, il faut respecter. Et Mm. ça n'a rien à voir avec l'amitié. C'est comme on dit, hein, avec l'argent, avec les amis, il faut toujours faire un peu attention. Faut bien mettre les choses à leur place, quoi. Et parce que c'est toujours un peu le risque quand tu fais justement avec la famille ou que tu travailles. Bah, après, moi, je sais pas, ça serait intéressant d'avoir ton avis, Alex, aussi. Je me suis toujours dit, moi, personnellement, si j'avais une copine, je coacherais jamais ma copine. Parce que je trouverais difficile avec bah, parce que, ouais, vous avez un lien, on va dire privé, etc., ensemble. Et après, bon, vous êtes deux personnes intelligentes, hein, mais, je sais pas si des fois, c'est plus optimal de se dire d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui pourrait peut-être être, en guillemets, plus objectif, tu vois. Ouais, Et ouais. puis, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je pourrais avoir ton avis là-dessus, mais. Bah, alors je suis totalement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'on a essayé que Oui, oui, ah, l'expérience, voilà. oui. Mais en soi, je pense que oui, ça peut être intéressant parce qu'il y a des choses où, comment dire, euh, il y a des choses ça peut pas matcher. Déjà, moi, personnellement, éthiquement, dans le sens où, justement, c'est ma copine, c'est ma femme, euh, on sait très bien qu'elle est en pro, elle est en wellness. Donc, tu vois, on va pas se cacher sur certaines choses. Moi, éthiquement, comment je peux lui dire, bah, vas-y, force sur telle ou telle chose pour gagner la compète. Parce que Mhm. bah forcément, moi, je vais avoir le recul en me disant, ouais, mais gagner, c'est peut-être une chose, mais après, ça sera quoi? Donc déjà, ça, ce côté-là, ça va forcément bloquer. Et bon, ce qui est bien, c'est que tous les deux, on a une grosse communication. Donc de toute façon, ça reste une discussion et c'est pour ça que ça se passe bien. Mais mais après, sur le côté, par exemple, tu attaques une prépa. T'attaques une prépa, elle va me dire, je sais pas, moi, je veux absolument serrer la vis tout de suite. Je veux pas faire de carbs et tout parce que comme ça je serai prête. Et puis moi je vais lui dire bah non en fait c'est pas comme ça que ça marche par exemple à ce moment-là en tout cas. Tu sais forcément ça va créer un petit conflit. Ouais. Mhm. C'est pas évident. Mais après tu vois les duets ça marche super bien. Donc je me Oui, dis c'est vrai. bah Mhm. est-ce que c'est pas enfin je pense pas que ce soit impossible. Par contre un truc qui est primordial c'est cette communication. Ouais, Et vraiment tu vois c'est pour ça que parce que mine de rien, quand même, bah, les entraînements de Claire, je les fais depuis novembre, c'est moi qui m'en occupe. Euh, et c'est pour ça qu'elle a évolué avant de se faire, avant la fin de sa prépa en tout cas, notamment parce que sur la partie training, tu sais, je lui ai jamais dit tu fais ça, 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 parce que pour avoir un gros fessier, c'est comme ça qu'il faut faire. Je lui ai dit écoute, voilà, les exercices qui marchent bien pour le fessier, c'est ça, ça, ça. Comment toi tu te sens sur ces exos? On essaie certaines choses, on vient les techniques, on essaie d'autres techniques. Et en fait, juste parce que je l'ai écouté et que j'étais pas juste là, en séance, j'étais pas juste là à la détruire. J'étais là à Mhm. dire, attends, ouais, ok, c'est ça que tu ressens à cet endroit-là, à ce moment-là de la séance et tout. Et en fait, ça marche comme ça. Donc, je pense que c'est possible, mais il faut communiquer. Ouais. Et il Non, faut c'est intéressant. dissocier. C'est-à-dire que c'est pareil, si c'est ce qu'on faisait, euh, on s'asseyait et on disait, OK, là tout de suite, on parle athlète-coach. On parle pas Claire Alex, c'est athlète-coach. Et ça, on le faisait, tu sais, en genre un moment défini dans la journée, à un endroit défini dans la journée, enfin, un endroit défini dans l'appart et tout, pour vraiment mettre ce cadre. Ouais, ok. Là, c'est intéressant. Et ouais, c'est une question de communication avant tout, quoi. Ouais. Après, Mais ouais, après, compétitrice aussi, tu vois. Donc, ouais, t'as la pression. Moi, ma femme, tu vois, jusque-là, elle voulait pas que je l'entraîne. Mais comme on se marie on se marie le mois prochain, ça fait 2 mois qu'elle m'écoute, tu vois. Elle m'écoute vraiment. Mais il y a un objectif, tu vois. Il y a un objectif. Sinon, ouais, non, elle acceptait pas le fait que, c'est un peu comme l'histoire du cordonnier, tu sais, c'est lui qui est souvent le plus mal chaussé, tu vois. Mais, non, non, elle voulait pas. Maintenant, ouais, il y a une adhérence au programme. Et pour revenir à la gratuité, je pense que c'est certains cas où c'est possible, mais c'est très rare. Moi, je vois mon meilleur ami, je l'ai entraîné gratuitement pour des compétitions, tout ça. J'ai jamais vu quelqu'un de tous les gars que j'ai entraînés qui écoutait autant, tu vois. Et il m'a jamais manqué de respect. Et j'ai déjà eu aussi avec certaines personnes que j'ai fait gratuitement. Certains m'ont respecté comme personne.
C'est-à-dire que c'est aussi, je sais à qui je le faisais, tu vois. C'est individuel après, bien sûr. C'est tellement rare, c'est un pourcentage qui est proche du 2%, tu vois. Les gens, t'as beau bien les connaître, tu sais un peu comment ils sont, tu sais que, moi, je vois, et ma belle-mère, elle m'a demandé pour une perte de poids, je lui ai donné les conseils. Oui, mais l'entraînement, oui, mais ça, j'ai pas le temps, tu connais. Elle va le faire une semaine et déjà, c'est extraordinaire. Et après, c'est fini. Ouais. Tu sais que tu dois t'adapter. Le tout, c'est l'individualisation, mais il est vrai que là, en tout cas, c'est beaucoup plus rare de pouvoir entraîner les gens proches ou tout ça. C'est dur, hein, c'est dur. Ouais, mais je te rejoins là-dessus. Mais moi, avec Patrick, par exemple, j'ai jamais payé. Hein. Il y a plein de gens qui savent pas, mais Patrick, j'ai jamais payé un centime. Je pense que j'ai une dette envers lui je sais pas combien, parce que lui, il m'a même payé des fois des hôtels, l'avion. Tu sais, il m'a payé l'avion et l'hôtel pour aller à mon premier concours professionnel parce que j'avais pas d'argent, tu vois, pour te montrer à quel point, quel genre de personne c'est, tu vois. Donc voilà. Mais après, il y avait aussi un retour, c'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai toujours fait ce qu'il me demandait de faire. Oui. J'étais hyper appliqué, je faisais même plus, j'étais presque parfois un peu dans l'extrême, mais c'était aussi une manière à moi de me dire, je dois être reconnaissant, j'ai pas le droit à, je dois pas le décevoir là-dessus, tu vois, parce que c'est donnant pour donnant, quoi. C'est ça. Donc, C'est la fameuse règle d'Arnold. C'est si tu donnes pas, t'attends pas à recevoir. Et en fait, c'est ça. Tellement. Bah, déjà, respecter vraiment ce qui t'a fait à toi. Je me reconnais un peu là-dedans, ça m'est déjà arrivé. J'ai toujours vraiment respecté les coachs. J'ai toujours été admiratif de leur travail parce que le mec, il se fait chier pour toi, respecte-le. Juste parce qu'il a pris du temps pour toi, tu le respectes. Juste, c'est qu'il a réfléchi pour te faire quelque chose de bien. Il fait pas ça pour te niquer ta condition, tu vois. Respecte. S'il le fait, c'est quelque chose de cohérent. Si ça te convient pas et que c'est débile, c'est pas le bon coach. Ça peut pas te convenir, ouais, c'est ça. Respecte le travail, point. Et respecte la personne surtout. Tu dis toujours merci et tu respectes. C'est des règles du monde, quoi. Aujourd'hui, je reviens sur l'histoire de la société, mais bordel de merde, il y a plus personne qui respecte rien du tout. C'est dingue, quoi. Jamais les gens, ils disent merci, ils disent même pas bonjour. C'est fou, ça me choque, moi, tu vois. Ouais. J'ai été élevé un peu à la dure, tu vois, mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, quoi. Le respect, c'est primordial. C'est même pas élevé à la dure, j'ai envie de te dire, dire bonjour, merci, au revoir, et s'il vous plaît, c'est juste une base, c'est même pas une question d'être, tu vois, je veux dire. Mais c'est là, très peu long, au final, hein. Je regarde, moi, j'ai vécu à Nice, salle de sport, le mec, il se met devant toi, il fait ouvre. Parce que, tu sais, à l'accueil de la salle, ouvre. Ouais. Ça ne marche pas comme ça, tu es obligé d'expliquer, tu vois. Et le mec, direct, il va chercher la confrontation, c'est toujours un... Ouais, c'est ça. C'est un monde. Ouais. Bon, les gars, je crois ça fait un petit moment qu'on parle maintenant. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être s'arrêter là, tranquillement. Pour un dimanche soir, c'est pas mal. Yes. Bah, écoutez, merci en tout cas tous les deux. Franchement, c'était cool. On a abordé plein de choses. De base, comme j'avais dit, on n'a rien préparé. Puis finalement, bah, je pense qu'on pourra continuer encore peut-être 2 heures. Donc, ça va. Il y a toujours de la matière quand on est passionné aussi. C'est un peu ça. Exactement. Et bah ouais, encore merci. Et puis bah de toute façon, franchement, tous les deux, c'est toujours, ce sera avec plaisir qu'on pourra refaire ça, peu importe avec qui, avec d'autres, hein, peu importe. Mais voilà, l'invitation, la porte reste ouverte de toute façon. Voilà. Merci pour ton invitation. Merci à Nicolas aussi pour son partage. Merci à toi aussi, merci aux deux, et puis au plaisir. Eh ben écoute, j'arrête l'enregistrement. Merci à tous ceux qui vont écouter, et puis merci à vous les gars. Allez, bonne soirée.